Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Nawari Podcast. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Aïssa Ndiaye. Donc Aïssa Ndiaye est la créatrice de la marque Africanista. Elle est aussi celle qui a mis en place donc, le projet Histoire d'immigrés. Donc Histoire d'immigrés est un média qui parle de nos histoires, mais c'est aussi une œuvre d'art. Donc une œuvre d'art dans le sens où c'est très beau déjà. On y raconte des histoires, on y entend aussi des histoires. Et donc ce projet a donné lieu à une exposition donc en fin d'année dernière, fin 2025. On a eu la chance d'y aller. On peut dire aujourd'hui qu'on reçoit une gardienne de la mémoire, à travers son travail Africanista, à travers Histoire d'immigrés, mais aussi à travers tout ce qu'elle fait. Bonjour Aïssa Ndiaye Amoro. Madame Tola Santé, bonjour Mohamed. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Content de te recevoir Merci pour ce nouvel épisode. Merci pour l'invitation. Comme d'habitude, chez Nawari, on va commencer par l'enfance. Donc à savoir qui tu es, ta jeunesse, où est-ce que tu as grandi, d'où tu viens. Ok. Alors, moi, je suis née à Paris dans le 11e arrondissement. J'ai grandi dans le quartier de Belleville jusqu'à l'âge de 12 ans. Et dans le quartier où j'habitais, il y avait pas mal de familles ouest-africaines d'origine malienne, sénégalaise, mauritanienne, gambienne et guinéenne. Et j'ai vécu une belle enfance. Très bien. Donc, belle enfance à Belleville. Et ensuite, jusqu'à 12 ans, tu es parti à... Oui, à 12 ans, j'ai déménagé avec ma famille à Clichy-sous-Bois, dans le 93. Et j'ai vécu avec mes parents jusqu'à l'âge de 21 ans où j'ai pris mon envol. Très bien. Et du coup, quel a été ton enfant? En fait, tu vivais dans quel contexte? Vous étiez combien? Dans ta famille, tu te situes à quel niveau, au sein de ta fratrie? Alors moi, au sein de ma fratrie, je suis l'aînée. Je suis le premier enfant de mes parents. Je suis la première fille de la famille. Au moment où je suis née, mon père, il était concierge dans l'immeuble où on habitait. D'accord. Et il était également manutentionnaire dans une société de confection de vêtements. Donc, il avait 2 tafs et au même endroit. Donc, il était manutentionnaire. Sa boîte était juste au premier étage. Et à l'époque, quand j'étais petite, on n'était pas beaucoup. Il y avait moi, ma sœur cadette, mon petit frère. Ouais, on était pas beaucoup. On était 3-4 Ça, c'est à Paris? à Paris. Enfin, on est arrivé jusqu'à 8. Au moment de déménager, on était 8 enfants parce que je suis l'aînée d'une famille de 14 enfants. Et donc, ma mère, dans les premières années de ma vie, elle était femme au foyer. Elle était femme au foyer. Elle s'occupait de moi et de mes frères et sœurs. Après, il y a ma deuxième maman qui est arrivée également, qui elle aussi était femme au foyer. Et puis, voilà quoi. Très bien. C'est comment d'être l'aîné d'une famille soniquée? Être aîné dans une famille soniquée, c'est pas facile parce que c'est beaucoup de pression. Parce qu'il faut montrer l'exemple. Moi, je pensais pas avoir autant de frères et sœurs. Parce que j'étais une enfant très possessive avec mon papa. Et quand j'ai vu arriver mes frères et sœurs au fur et à mesure, je me dis, son attention ne sera plus sur moi. Donc, j'avais beaucoup de mal avec ça au début. Et puis, très tôt, mon père m'a sensibilisé à ça. Il m'a dit, écoute, tu as des frères et sœurs, faut savoir partager. Quand vous mangez, faut te lever la première. Oui, c'est vrai. Ouais, faut te lever la première. Faut prendre soin de tes frères et sœurs, les aider aux devoirs, les emmener chez le médecin, tout ça, tout ça. Alors que j'avais 8-9 ans. Ouais, c'est... Donc, vivre dans une famille soniquée et même dans une famille africaine, au-delà de ça, c'est on te responsabilise très tôt. Tu es adulte très, très tôt. Pourtant, quand tu es enfant, tu prends pas conscience de ça, mais on te rend adulte plutôt avant l'heure, quoi. Et ça, c'est quelque chose, les premières années de ma vie, j'avais beaucoup de mal avec ça. Je voulais juste vivre ma vie de petite fille. Je voulais pas avoir des responsabilités et tout. Et il y a eu un événement qui m'a marqué durant mon enfance. C'est que au début de l'année 92, j'avais à peine 10 ans. Ma mère, elle est partie
Elle est partie pendant presque un an en Mauritanie, D'accord. où elle devait s'occuper de ma grand-mère paternelle, Mhm. la mère de mon papa, paix à son âme. Et à l'époque, elle était enceinte de mon petit frère, de l'un de mes petits frères. Et j'avais l'une de mes sœurs qui avait à peine un an. Donc quand elle D'accord. est partie, Elle est... avant de partir, elle m'a dit, faut que tu t'occupes, de tes frères et sœurs. Mais j'ai dit, mais je peux pas, il y a un bébé et tout. Elle me dit, oui, mais il faut que tu t'en occupes. il y Et avait combien de petits frères là, à cette époque-là? à cette époque, il y avait Fenda, Omar, Dado, Mariam, et le bébé, c'était Roujiji. Donc ouais, Mhm. c'était la sixième. D'accord. C'était la sixième. Mhm. Et c'est quelque chose qui m'a traumatisée parce que Mhm. s'occuper d'un bébé comme Mhm. ça. Mhm. Mais bon. Et C'est, tu savais pendant combien de temps elle allait partir? Tu savais qu'elle allait... non, Non. je savais qu'elle allait partir pendant quelques mois, mais ça m'a paru une éternité. Ça Mhm. m'a paru une éternité. À un moment donné, je me suis dit, ah, je vais plus jamais voir ma maman. Ça m'a mis mal. Mhm. Pourtant, enfant, j'étais très très proche de mon papa, hein. Mhm. Je calculais pas ma mère. Mais le Mhm. fait que ma mère soit partie, ça m'a ébranlé. Mhm. Déjà, ça t'a ouvert les yeux sur Ça le m'a fait ouvert. que tu as une maman déjà. Ouais, déjà, c'est vrai, hein. Voilà, je C'est pense. vrai, et ça m'a Mhm. ça m'a ébranlé, Mhm. Ça- de plus la voir, de plus la voir venir nous chercher à Mhm. l'école, de plus la voir nous gueuler dessus, mettre de Mhm. la crème sur notre visage, nous Mhm. laver, tout ça, de La faire la crème avec la cuisine. force là C'est ça, sur. avec la force. Et ne plus la voir faire la Ouais. cuisine, où elle nous donnait un petit morceau de pain avec la sauce en attendant que Mhm. ça cuise. Tout ça, ça m'avait manqué. Et je pleurais beaucoup. Je me Mhm. dis, mais c'est pas possible. Et, Mhm. et la seule chose auquel je me suis raccrochée, c'était son odeur, Mhm. l'odeur de ses vêtements. Mhm. Je sentais toujours l'odeur de ses vêtements. Elle va découvrir ça, de toute façon, dans l'épisode, parce que ça, c'est quelque chose qu'elle ne savait pas. Mhm. Mais c'est un Ça t'a événement, marqué. ça m'a marqué. Comment ça se passe Mm. concrètement? Enfin, tu dois aller les ramener à l'école, enfin, je sais pas, les laver. Bah, après, il y avait ma deuxième maman. Oui. Ma deuxième maman était Mm. là. Bah, elle a pris le relais. Mm. Elle a pris le relais et ça nous a beaucoup rapprochés. Ouais, bah, j'imagine. Mm. J'imagine. Mm. Très bien. Et donc, quand ta maman revient, comment ça se passe? T'es heureuse? Ah, je suis trop heureuse. Ouais. C'était la fête. Mais elle revient avec un autre bébé, D'accord. mon petit frère. Et je me dis, waouh. Bon, comme on était plus de filles, Mhm. le fait qu'il y ait un garçon qui Mhm. arrive, bah, j'étais contente parce que Mhm. j'avais pas beaucoup de petits frères. J'en avais deux. J'avais deux petits frères. Lui, c'était le troisième petit frère. Mais j'étais contente parce que j'aime trop les bébés. Mhm. Mais bon, c'était un bébé qui arrivait malade. Mon Mhm. frère, il avait attrapé une infection au bled, Mhm. la gale. Il avait énormément de boutons. On faisait pas mal de retours à l'hôpital, etc. Et c'était pas évident. C'est pas évident de le voir Mhm. couvert de boutons, Mhm. d'aller faire des allers-retours à l'hôpital, Mhm. de voir des gens venir à la maison, désinfecter la maison. Ouais. Mhm. Voilà. Donc, Mm. une enfance où, enfin, heureuse, comme tu l'as dit. Heureuse, qui a été ponctuée Voilà. par quelques petits événements, mais qui Mhm. n'ont pas eu d'incidence majeure, Mhm. à part le départ de ma mère, mais Mhm. qui m'a pas. C'est le seul. Ça t'a marqué, mais Voilà, 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 comme elle est revenue, voilà. Comme elle est alhamdoulilah. revenue, tout est rentré dans l'ordre, quoi. Très bien. Mm. Mais du coup, on va revenir sur tes parents, Mm. parce que ce qu'on voit à travers ton travail, mais aussi à Mm. travers tes entretiens, c'est Mm. que tu as une grande admiration pour tes parents et notamment pour ton père. Mm. Donc ton père, c'est ton héros. Est-ce que Ouais. tu peux nous dire, pardon, qui est Monsieur Ndiaye? Alors, Monsieur Ndiaye, c'est un homme qui est arrivé en France en plein hiver 71, qui est arrivé illégalement en France. Il est arrivé à Nice avec un ami à lui. Ils ont été dans un centre de rétention où ils ont été emprisonnés. Et puis après, bah, suite à ça, il est parti à Paris. À l'époque, il savait pas parler français. Il avait juste un petit papier griffonné où il y avait écrit rue Charonne. Et c'était là où vivait mon oncle, paix à son âme, son grand frère, avec quelques cousins à lui. Donc, de Nice, il est parti à Paris, où il a travaillé comme employé dans une blanchisserie pendant quelques années. Et puis, sur un coup de tête comme ça, il s'est dit, bah, j'en ai marre de Paris, je vais aller à Lyon. D'accord. Donc après, il est parti à Lyon, pareil, il a roulé un petit peu sa bosse là-bas, mais bon, à Lyon, il n'y a pas tant de soninké que ça. Mhm.
Donc il est revenu à Paris, où il a habité après, au foyer Davout à Pantin. Et puis après, bah, en 1979, il est parti, se marier et l'année suivante, en 1980, bah, il est venu il a ramené ma mère en France. Très bien. Et du coup, c'était comment enfin, l'arrivée de ta maman? Enfin, si t'en as parlé un petit peu? Oui, ma mère, quand elle est arrivée en France, elle est arrivée en janvier 1980, il y avait de la neige. Mhm. Elle avait jamais, elle avait jamais vu le froid, elle avait jamais vu la neige et puis elle arrive à Roissy, elle voit les escalators, elle s'agrippe à mon père, elle dit: «Non, je peux pas prendre ça, ça va m'avaler». Mon père, il dit: «Arrête de me foutre la honte ici, tu vas descendre avec ça». Mhm. Donc arriver dans un pays inconnu, avec une culture qu'elle ne connaît pas, une langue dont elle ne parle pas, Mhm. c'était vraiment, elle passe du village Mhm. à un autre pays, un autre continent, une autre ville, une autre Mhm. culture, d'autres mœurs. Mhm. Ça a été un choc pour elle. C'était un choc pour elle et puis, comme elle me disait, bah, elle restait toute la journée devant la télé à voir des gens, s'entretuer parce que mon père, il était fan de western Ouais. et elle pleurait à chaque fois. Elle dit: «Ouais, pourquoi les gens se tuent comme ça de dans cet objet?» Et mon père lui disait: «Mais c'est de la comédie, c'est pas vrai, en fait». Mhm. De fil en aiguille, bah, les patrons de mon père, bah, vu que mon père s'entendait super bien avec ses patrons, bah, ils ont pris ma mère sous leur aile et ils leur ont appris, le français. Mhm. Et puis après, peu de temps après, mon père, a inscrit ma mère à des cours d'alphabétisation et c'est comme ça qu'elle a appris le français. Très bien. Et ton père, lui, parlait déjà français aussi? Enfin, ou Oui, après. c'est ici aussi qu'il a appris? Oui, oui, bah, il m'a expliqué que quand il était au foyer, bah, pareil, il a pris des cours d'alphabétisation et c'est comme ça qu'il a appris le français, en fait. Ouais. Mmh. Bah, ton papa, c'est enfin, un des rares, mais Mmh. qui a la vision, parce que il y a beaucoup de papas à l'époque Mmh. qui ne voulaient pas que leurs femmes apprennent. Oui. Parce que, bon, déjà au village, souvent, Mmh. quand enfin, on dit faut pas qu'elle aille trop loin à l'école, parce que Mmh. sinon, entre guillemets, enfin, elle va avoir une certaine ouverture d'esprit, elle va pas Oui, vouloir se marier à oui, quelqu'un oui. qui n'est pas allé à l'école. Mmh. Bah, du coup, enfin, le fait que ta maman, bah, Mmh. elle ait pu aller à Oui. l'école grâce à ton papa, Ouais, ouais, ouais. c'est quelque chose. Ouais, c'est clair. Mon père, c'était un bobo dans l'âme. Ouais, je vois ça. C'était un bobo dans l'âme parce que, c'est quelqu'un qui a fait la bringue, il allait en Mmh, boîte de nuit, mmh, il a pris des cours de karaté mmh, et puis quand ma mère, elle est arrivée, bah, il l'a emmenée au resto, il l'a emmenée mmh, sur les Champs-Élysées, il l'a emmenée, au cinéma, ils allaient au resto, ils ont vécu la vida, quoi. mmh, Et ma mère, c'est quelque chose aussi qui l'a marqué, le fait que mon père lui ait fait découvrir Paris, mmh, comment les Parisiens vivent, d'avoir des loisirs, mmh, d'aller au resto, d'aller boire un café, siroter un verre de grenadine. mmh. Tout ça, elle s'est dit: «Ah ouais, la vie en France, C'est c'est pas doux mal, quand même, hein? c'est pas mal, c'est Hein, doux c'est pas quand même». Jackie hein? C'est pas c'est C'est pas pas c'est Jackie pas hein? Diaghilev, tu vois? En plus, elle était jeune. Ouais. Donc après 2 ans après son arrivée, je suis née Mmh, et ouais, c'est vrai que même quand j'étais petite, je me disais: «Mais mes parents, c'est pas des parents soninké comme les autres» parce que mmh, mon père, il mettait un point d'honneur à ce que nous, ses enfants, on ait tout ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours dit à mon papa: j'aime pas les poupées. Moi, je veux mmh, juste que tu m'achètes des livres» et du coup, mon père, il m'a acheté énormément de bouquins mmh, et en plus, vu que moi je suis née au début des années 80, bah, à cette époque, il y avait énormément de personnes qui faisaient du porte-à-porte et qui vendaient des encyclopédies mmh, et à chaque fois qu'il y avait une personne qui toquait à notre porte et qui, essayait de tchatcher mes parents pour, faire vendre leurs bouquins, moi je disais: «Ah mais moi je veux un livre comme ça, regarde, il y a de la géographie et tout». mmh, Mon père dit: «Tu veux?» Et du coup je prenais. Et pourtant notre appartement était super petit, mais j'avais mmh. énormément En de bouquin. bouquins et ma mère, elle pétait des câbles. Elle disait: «Mais pourquoi tu écoutes tes enfants?» Mon père, il me dit: «Mais c'est mes enfants, c'est mes Mmh, diamants». Mon père, depuis qu'on est tout petit, il m'a toujours dit à moi et mes frères et sœurs qu'on était ses diamants, mmh, on était sa richesse et moi, comparé à certains de mes frères et sœurs, surtout les derniers, bah, j'ai énormément de chance mmh, parce que c'était à l'époque des francs. Quand tu es une famille, de classe ouvrière, bah, à l'époque des francs, tu pouvais t'en sortir. mmh, La vie était moins difficile, la vie était beaucoup moins chère. Même d'un point de vue social, et économique, c'était beaucoup plus facile également. Donc, ouais, j'ai vécu une très, très belle enfance. Vraiment, j'ai rien à dire, par rapport à ça parce que j'avais tout ce que je voulais. En plus, là où j'habitais, il y avait énormément de structures mmh, culturelles.
J'avais des instituteurs et des institutrices adorables, passionnés d'art, passionnés de littérature, passionnés d'histoire. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux si justement, par la suite, j'ai développé une appétence en histoire, pour les langues, pour tout ce qui est sociologique, l'art, etc. J'avais des professeurs qui étaient vraiment, ouais, Qui faisait attention qui et faisaient attention à ça et qui nous partageaient leur, qui t'encourageait à... voilà, qui nous partageaient leur passion. Mhm. Et du coup, bah, très tôt, on nous emmenait voir des expos, voir des artistes, avoir une certaine diction quand on s'exprimait en cours, avoir un attrait pour la poésie. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui m'a vraiment impacté en tant qu'enfant, adolescente et futur adulte. Et ça a impacté largement le travail que je mène aujourd'hui. Effectivement, on va voir ça. Mm. Et du coup, j'aimerais juste une dernière chose sur tes parents, sur Mm. ton enfance. En tant qu'aîné, c'est comment du coup de voir entre guillemets tous les âges de tes parents? C'est-à-dire tu les vois bah, du coup dans les enfin, entre guillemets dans leur challenge, Mm. comment eux aussi ont changé Mm. avec le temps. J'imagine aussi au sein de la fratrie, parce que Mm. parfois, bon, en tant qu'aîné, comme tu dis, toi, du coup, tu as toutes les responsabilités. Mm. J'imagine qu'avec d'autres enfants, c'était pareil. Mm. Et puis là, du coup, tu as les cadets, Mm. avec qui bah, c'est beaucoup plus cool, beaucoup Mm. plus simple. Mm. Et c'est comment? C'est- Bah, en tant qu'aîné, plus que le reste de mes frères et sœurs, j'ai vu mes parents à tous les stades de leur vie, en fait. Je les ai vus jeunes, je les ai vus jeunes, beaux, fringants. Je les ai vus dans la force de l'âge, où ils étaient super sévères. Euh, à mon adolescence, quand on est arrivé à Clichy-sous-Bois, parce que c'est la ville dans laquelle ils vivent actuellement. Et quand je suis arrivée à Clichy-sous-Bois, c'était hyper dur parce que la cité dans laquelle on habitait, bah, c'était une cité qui était en proie à la violence. C'était pas évident parce qu'à Paris, c'est pas la même chose. À Paris, bah, la mixité sociale qu'il y a à Paris fait que il n'y a pas de les Noirs vs les Arabes, vs les Blancs, vs les Asiates, etc. Tout était mixé, on était tous ensemble. Quand tu arrives dans le 9-3, dans une cité où c'est les Renois vs les Rebeux, vs les Turcs, vs les Cambodgiens, vs les Indiens, etc., c'est violent. C'est violent pour une Ça, c'est ado. vers les années 90. Milieu des années 90, c'était violent. D'accord. Et du coup, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé mon arrivée dans cette ville. J'ai pas kiffé mon intégration dans cette ville. Jusqu'à la majorité, je me suis jamais accommodée d'avoir déménagé. Ça m'a complètement cassée en tant qu'adolescente. Et puis, se retrouver face à des personnes qui veulent à chaque fois se taper, être face à des personnes qui veulent à chaque fois te faire du mal parce que t'es noire, parce que t'es une africaine, parce que t'es une Westaf. Le racisme, je l'ai vécu, Clichy. je l'ai vécu à Clichy-sous-Bois. Vraiment. Je l'ai pas vécu quand j'étais à... Non. D'accord. Et du coup, là, c'était interethnique, en fait. Chacun son, voilà, chacun son crew. Voilà, interethnique. D'accord. Et en plus, là où on habitait, il n'y avait aucun blanc. Première fois de ma vie que je vis dans un endroit où il y a 0 blanc. D'accord. Je me dis, ouais, ok. Donc, ouais, et puis même à l'école, c'était pas la même vibe parce que les profs étaient dépassés de se retrouver dans une classe surchargée avec un niveau scolaire qui était bas. Je suis arrivée dans une classe où la plupart des gens ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. Et que moi, j'arrive comme ça et que je survolais les matières en ayant des bonnes notes. Bah, même ça, je me faisais maltraiter par certains de mes camarades. Et je me dis, mais même être une bonne élève, c'est mal vu. Donc, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. C'est pour ça que j'ai mon adolescence, je pense que j'ai fait un blackout complet. C'était pas une bonne période de ma vie. C'était pas une bonne période de ma vie, mais à côté de ça, bah, mes parents, ils étaient contents parce qu'ils arrivent dans une cité, il y a énormément de Westaf, énormément de... Ah oui, c'est pas la même vision. C'est pas la même chose pour eux, c'est pas la même vision pour eux. Famille soninké, on vivait aux côtés de d'autres familles soninké. Et puis voilà, mes parents étaient beaucoup plus sévères. Parce qu'il y avait le regard des gens. Effectivement. Il y avait le regard des gens. Faut faire attention, sinon on va dire les enfants de Ndja, ils sont mal élevés, mal polis, tout ça, donc il fallait faire attention. Après, bon, à ce niveau-là, mes parents, moi, j'étais pas quelqu'un de compliqué, mais j'étais rebelle. J'étais rebelle dans le sens où moi, j'ai pas de problème avec l'autorité, mais j'ai du mal à ce qu'on m'impose des choses sans explication. Exact. Il me faut une explication rationnelle du pourquoi, du comment je dois faire telle ou ne pas faire telle chose. Et ça, ça a mis du mal à... ça a mis le feu.
ça met le feu parce que j'avais du caractère. Et puis voilà. Mais ouais, c'est et puis voilà, mes frères et sœurs, je commençais à avoir de plus en plus de frères et sœurs, donc c'était pas évident aussi parce que, quand on est adolescente, bah, on a envie de sortir, on a envie de tester les premières expériences et cetera, mais il y avait pas moyen avec ma famille, il y avait pas moyen Mhm. avec mes Mhm. parents. Mon père, il était hyper sévère avec moi, c'est couvre-feu à 17 heures. 17h. Couvre-feu à 17 heures. Je dis: «Mais non, mais j'ai D'accord. envie». «Tu veux, C'est tu l'heure veux du pas. goûter, 17h. Tu veux pas, tu rentres à la maison. Dehors, là, ce qui se passe, c'est pas bon». Et en fait, avec le recul, je le comprends parce que dans la cité où j'habitais, il y avait des viols, il y avait des tournantes. Et mon D'accord. père, il avait beaucoup de filles. Donc il y avait une crainte par rapport à ça. Et en Mhm. plus, à un moment donné, il s'est retrouvé agent d'entretien dans la cité. Donc il voyait Je vois, ce qui se passait je vois, il je voyait comprends. des matelas traîner dans les caves. Ça lui faisait peur. Il dit, mais Mhm. j'espère que mes filles ne vont pas tomber dans ça. Mhm. C'était sa manière de nous protéger. Et puis, mon père, tout le monde le connaissait dans le quartier parce qu'il cassait des gueules. Il cassait des gueules parce que, à l'époque, j'avais un petit frère. J'ai un petit frère qui est en situation de handicap et il bégayait beaucoup. Et souvent, on se moquait de lui, on le frappait, on le brimait et tout. Et mon père, il sortait pour casser la gueule des gens, mais sans pitié. Sans pitié. Il cassait la gueule des enfants. Et du coup, les gens, ils ont commencé à le craindre parce qu'ils se sont dit, eh, lui, ce daron, il va tuer quelqu'un un jour. Donc, Il est- vous étiez protégé. On était protégés. Franchement, à ce niveau-là, on était protégés. Surtout que là où on habitait, si tu n'avais pas de grand frère, t'étais foutu. Tu étais foutu. Tu peux être sûr qu'on peut t'agresser sexuellement. C'est vraiment tout le côté vilain, laid, hardcore de la banlieue auquel j'ai été confronté là où j'habitais. Ça s'est calmé, hein. Même si je dis ça aujourd'hui au micro, les gens vont dire mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que Clichy-sous-Bas. Si, c'était comme ça au milieu des années 90, c'était pas folichon en fait. Je vois. Donc voilà. Damn. Très bien. Très bien. Du coup, j'allais passer comment dire, le parcours scolaire, mais j'imagine que tout ça a fait que le parcours scolaire, j'imagine qu'à Paris ça allait. Mm. Une fois sur Clichy, ça. Au collège, ça allait très bien. Collège, Mal- c'était à Clichy du coup. Ouais, à D'accord. Clichy-sous-Bas, ça allait très bien parce que moi, quand j'ai quitté Paris, j'étais dans une classe européenne. J'étais en sixième dans une classe européenne. C'était les premières expérimentations de classe qui étaient suivies de la sixième à la troisième et qui faisaient une deuxième langue. Je sais pas pourquoi j'ai fait de l'allemand. Ah. Oh. J'ai fait de Ok. l'allemand. Là, tu parles plus, j'imagine. Un petit peu. Un peu, d'accord, ok, très bien. Parce que tous ceux qui font allemand, généralement, tu leur dis que tu parles, non, je sais pas. Un petit peu. Ok. Un petit peu, et du coup, j'ai fait de l'allemand. Quand je suis arrivée à Clichy-sous-Bois en quatrième, il fallait choisir une deuxième langue. Mes parents ils ont dit, tu vas apprendre allemand. Tu as fait allemand, tu prendras allemand. J'ai fait de l'allemand, j'étais très très bonne en allemand. C'est là où il y a tout le paradoxe. Et j'étais très forte en anglais aussi, et en histoire géo et en français. Donc, tu as un profil littéraire. J'avais un profil littéraire. Et donc, du coup, je suis allée en seconde littéraire. Et c'est là où j'ai commencé à perdre pied, en fait. J'ai eu des problèmes dans ma vie perso qui ont fait que j'ai décroché. D'accord. Mais j'ai quand même décroché mon bac avec mention. Et puis après, je suis partie. Donc après après ton bac, du coup, ouais. Quand tu dis t'es parti, du coup, tu quittes. Je quitte ma famille, ouais. Tu quittes la famille. Sans leur approbation. Tu vas quand j'imagine. J'imagine. Je suis pas fière, mais ouais. Ça fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours. Ouais. Et du coup, là, faut que tu commences à travailler, j'imagine. Je commence à travailler. Quand j'étais au lycée, je travaillais le samedi, dimanche dans une maison de retraite. Où je m'occupais de personnes âgées. Et donc, du coup, après le bac, vu que j'ai pris un appart, il fallait que je trouve un taf. Donc, j'ai travaillé en gériatrie dans un EHPAD pendant 1 an. Et après, j'ai quitté cet univers qui était quand même... qui était enrichissant humainement, mais en même temps qui était glauque, parce que c'est là que tu vois que la vie, c'est ingrat, en fait. Tu travailles toute ta vie et puis un jour, tes enfants t'enferment dans une maison de retraite. J'ai pas compris ce type de mentalité, mais bon.
J'ai quitté ce milieu et après, bah, je suis rentrée dans la vente. J'ai travaillé dans une grande enseigne de prêt-à-porter en tant que vendeuse. Et après, au sein de cette enseigne, bah, j'ai eu la chance d'évoluer en tant que visual merchandiser. C'est quoi un visual merchandiser? Alors, un visual merchandiser, ça s'apparente à un décorateur d'intérieur, c'est-à-dire qu'on fait de la théâtralisation de vêtements en magasin et en vitrine. C'est-à-dire que nous, notre métier consiste à faire en sorte que le parcours client, l'expérience shopping d'un client au sein d'un magasin soit la meilleure possible. Donc ça part de la vitrine où le client va avoir des vêtements en vitrine. Après, il faut lui créer tout un fil rouge dans son parcours en magasin avec des produits qui sont activés à des zones stratégiques du magasin qui va favoriser des achats d'impulsion et des achats de réflexion jusqu'à la caisse. D'accord. Le but, c'est de lui faire acheter un maximum de produits et d'élever le panier moyen pour que bah, tu puisses faire ton chiffre d'affaires. de la manipulation, quoi. Ah, c'est de la manipulation. Très bien. C'est du marketing émotionnel. Je vois. C'est un peu comme le neuromarketing, non? Un petit peu ou... Je sais pas en quoi ça consiste le neuromarketing, mais en tout cas, c'est beaucoup Beaucoup de manipulation. Ouais. Bien. Et du coup, quand tu... Bon, on va passer sur l'Africanista, du coup, et l'entrepreneuriat. Mm. Quand tu lances Africanista, tu es visual, Ouais. visual merchandise. Ouais, je suis en poste. Ok. Et du coup, comment ça se passe, en fait, cette transition entre... Enfin, c'est pas vraiment une transition, mais du coup, tu jongles entre le salariat et l'entrepreneuriat. Oui. Et puis, comment te vient cette idée, en fait, d'Africanista? Alors, quand j'ai créé Africanista en 2014, c'est vrai que j'étais en poste en tant que visual merchandiser. Et quand j'ai créé la marque à cette époque, je pensais pas que j'allais en faire une entreprise ou que j'allais être entrepreneur. J'ai créé la marque. Après, c'était suite à un questionnement identitaire, mais c'était pour le fun. C'est pour le fun. La marque, la création de la marque a découlé vraiment d'un questionnement identitaire où je me posais pas mal de questions depuis enfant sur ma condition en tant que femme noire, en tant qu'enfant noir, enfant issu d'immigration, enfant d'origine mauritanienne, de l'ethnie soninké, Westaf, ayant une double culture à la fois africaine et française. Et moi, ce qui m'a marqué quand j'étais enfant, c'était tous ces préjugés et ces clichés vis-à-vis des Westaf. Je me rappelais que, et ça, c'est mes parents à chaque fois, ils disaient ouais. Je veux pas voir de crottes de nez. Je veux pas vous voir avec des crottes de nez ou avec les visages, le visage sans crème parce que ils aiment bien dire les blancs, ils aiment bien dire que nous les Westaf on est sales, on pue, tout ça, qu'on fait beaucoup d'enfants, on s'occupe pas de nos enfants. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que mes parents ils étaient vraiment ils étaient vraiment à l'opposé de tout ça. C'est oui, effectivement, je viens d'une famille polygame, on était nombreux comme enfants, mais on avait une bonne éducation. Pas de délinquance. Mon père, il gérait ses enfants d'une main de maître. Il rigolait archi pas, il était très sévère. Bavardage dans un livret scolaire, c'est des claques dans la gueule. Il rigolait pas avec ça. Il nous disait souvent, moi je suis pas venu en France pour venir ramasser mes enfants au commissariat. Et puis à l'époque, il y avait également cette épée de Damoclès sur la plupart des enfants Westaf issus de ma génération, où dès que tu faisais un pas de côté ou que tu faisais des bêtises, bah, on te jetait au bled. On déchirait ton passeport et ta carte d'identité et puis tu restais au bled définitivement. J'ai eu des cousins et des cousines à qui c'est arrivé. Oui, ça nous refroidissait. Tu m'étonnes. Tu vois, j'avais des copains et des copines aussi Westaf à qui c'est arrivé à certains de leurs frères et sœurs. Donc oui, on a grandi avec cette crainte parce qu'à chaque fois on disait ouais le bled, vous allez voir quand vous allez aller au village et tout. Et on s'était dit mais le bled c'est chaud, c'est la jungle, c'est vrai qu'il y a des jeunes, c'est malheureux, mais nos parents nous donnaient une mauvaise vision déjà du bled. Du parce bled. que déjà on te dit déjà c'est une punition. Ouais, voilà. Moi pour le bled, le bled ça s'apparentait à une punition. Voilà. Non, mais jusqu'à présent, malheureusement, c'est souvent des menaces des parents. Beaucoup. On va t'envoyer en plus au village. Au village, c'est même pas dans la ville, c'est au village. C'est ça. Donc voilà. Et puis j'avais une espèce de rage en fait. Je me dis mais comment on peut avoir des préjugés sur des communautés de personnes où tu vois les mamans, elles sont pimpantes dans leurs boubous, dans leurs bijoux opulents, quand elles vont dans des mariages et les baptêmes, elles sont tellement magnifiques. Moi, j'étais fascinée par
par ma mère, quand elle s'habillait, même dans la vie de tous les jours, toujours, elle fait toujours attention aux détails, aux bijoux. En plus, elle se maquillait toujours un petit rouge à lèvres, un petit coup de mascara. Quand elle venait nous chercher à l'école, elle était là avec son manteau, avec ses épaulettes et tout. Et puis en plus, c'était la seule maman soniquée qui parlait le français dans le quartier. Donc je me dis, mais ah ouais, ma mère, c'est une C'est superwoman. quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est vrai qu'en tant qu'enfant, Mm. euh, enfin, des fois, tu peux pas mettre les mots sur ça, Ouais, mais tu sais qu'elle est différente ouais, parce que tu vois la situation des ouais, autres c'est ça. mamans. Et en plus, j'imagine que c'était un petit peu la traductrice pour tout le monde. C'était elle Oui, qui, oui, c'est une oui. assistante sociale entre Ouais, guillemets. ouais, ouais, ouais. Et puis elle venait chercher nos bulletins. Mm, Elle venait chercher nos bulletins, mm, elle discutait avec les profs et je me mm, dis, ah ouais, maman. mm. Moi, j'étais fière quand elle venait à l'école. C'est normal. Et même mon père. Mm, Et du coup, j'avais envie de. Et puis, mes parents, ils m'ont tellement raconté leur histoire, les mm, conditions dans lesquelles ils sont arrivés en France, comment ils ont vécu, comment s'est passé le déracinement. mm, J'ai vu toutes les fois où je devais accompagner mon père au foyer. Et que derrière, quand il ouvrait ses colis, il y avait toujours une cassette audio mhm, qui prenait soin d'écouter et où il s'isolait dans la chambre. Et puis des fois, je l'entendais sangloter. Je me dis, ah, c'est qui mm, cette dame et tout. Et je me suis rendu compte que c'était ma grand-mère qui lui faisait des bénédictions, qui lui donnait de ses nouvelles avec un audio, etc. Ou que parfois dans les boîtes aux lettres, on recevait les enveloppes Airmail bleu, blanc, rouge. Et quand je voyais ces enveloppes, je dis ça vient du village, ça vient du mm, bled. Et je sentais l'enveloppe, c'était toujours la même odeur, une odeur boisée de charbon et tout. Et quand je suis allée au bled à l'âge de 18 ans, j'ai retrouvé cette odeur, je dis ah, c'est vraiment l'odeur de chez nous. mm, Et tout ça, ça m'a marqué. Et je me suis dit, mais c'est quand même des hommes et des femmes qui ont quitté leur famille, leurs mm, parents, qui ne les voient pas pendant des années, jusqu'à même leur mort. mhm. Quand ils vont au bled, c'est pour les enterrer. Exactement. Et j'avais envie de leur rendre hommage. J'avais envie de rendre hommage à mes parents parce que ils se sont tellement sacrifiés. Ils ont tellement été des bienfaiteurs dans leur famille à envoyer de l'argent tous les mois, quitte à ce qu'on se serre la ceinture à la maison. Et je me dis non, je me devais Mm. de parler d'eux. Donc Africanista, c'était ma manière De rendre hommage. de rendre hommage à mes parents et à toutes ces familles Westaf qui vivent en France, à Paris, en région parisienne, et qui occupent des métiers dits essentiels. Moi, j'ai vu beaucoup de papas Westaf autour de moi qui travaillaient dans les usines Peugeot Citroën Mm, ou qui travaillaient à la ville de Paris. Le Saint Graal pour les Westaf dans les années 80, c'est travailler à la ville de Paris en tant mm. qu'éboueur. Exactement. J'ai plein d'oncles qui ont travaillé en tant qu'éboueur. Le grand frère à mon père, il était éboueur à la ville de Paris. À un moment donné, même mon père, il voulait entrer. Et souvent, c'est les mêmes tafs. Mm, C'est éboueur, plongeur, manutentionnaire, agent d'entretien. Les mamans, au début des années 90, c'est là où les mamans Westaf aussi, beaucoup d'entre elles ont occupé des métiers dits essentiels. mm, Femmes de ménage, femmes de chambre, nounou. Et j'ai vu la santé de ma mère dégringoler d'année en année à force de monter mm, les escaliers, de porter des linges, de porter son seau, mm, de faire le ménage, tout ça, c'est... Et c'est pas la seule. mm. J'ai vu, Non, toutes les mamans, j'ai elles ont toutes toutes les des problèmes mamans, de genoux j'ai vu ses aujourd'hui. Ouais, copines, toutes. j'ai vu mes tantes, Mm, toujours la même chose, de l'arthrose, de l'arthrite. Ouais, mm, c'est compliqué. Ça fait mal de voir ta maman qui a un mm, visage de poupée, qui a un visage de jeune fille et tout, et qui, à cause de sa santé, tu vois, mm, elle prend un coup. Elle mhm. prend un coup au niveau de l'âge. Et du Donc, coup, Africanista, c'est venu pour raconter notre histoire. Enfin, notre c'est, histoire, on va dire. voilà, Notre histoire. ça a été créé pour raconter notre histoire, mais pour rendre hommage à l'élégance aussi des femmes Westaf. Ouais. Bon, là, Là, c'est c'est pas un les homme. femmes Westaf, Ouais, c'est un boxeur, ouais. mais il y a de très beaux t-shirts Merci. avec la dernière, Collection. la dernière collection West African Stories. Stories. Ouais. Et du coup, la transition pardon, entre salariat Mm. et entrepreneuriat, quelles sont les difficultés en fait que tu vas avoir aux différentes étapes, que ce soit au lancement ou quand ça stabilise? Quelles difficultés pardon, tu vas avoir en montant ce projet au final? Les difficultés, c'est que quand j'ai créé la marque en 2014, j'avais associé deux copines à moi. Mm.
Et après, bah, au fur et à mesure, bah, je me suis retrouvée, seule, au sein de la marque. Mmh. Mais déjà, quand je me suis retrouvée seule, bah, j'ai eu peur. Mmh. Je me suis dit: «Mais je vais jamais gérer, la marque, toute seule» et puis, ma meilleure amie, l'une de mes meilleures amies Mmh. qui était, mon ancienne associée au sein de ma marque, elle m'a dit: «Aïssé, c'est ton bébé, c'est ton histoire, c'est l'histoire de ta famille. Mmh. C'est toi qui dois gérer ta marque toute seule». Mmh. Et quand j'ai commencé à gérer ma marque toute seule, bah, c'était au sein de la deuxième collection Liberté, Égalité, Affaires de papier. Et cette collection m'a fait peur parce que je me suis dit: «OK, je veux dénoncer, le fait que les immigrés africains en France soient considérés comme des Français de papier, Mmh. ou en tout cas que les personnes issues de l'immigration soient perçues comme des Français de papier. Comment va être accueillie cette collection?» Mais je me suis dit: «Mais c'est la vérité, en fait. Mmh. Let's go, on y va». Et du coup, quand j'ai lancé cette collection, bah, c'était la collection où j'ai dû gérer la marque toute seule. D'accord. Et il y a eu un très bel accueil, suite à la sortie de cette, collection parce que les gens m'ont dit: «Mais ici, c'est vrai, en fait, on est considérés comme des Français de papier, même si on est né Mmh. sur le sol français et qu'on a grandi, en France, qu'on a connu que la France, on est toujours considérés comme des Français de papier». Et donc du coup, c'est à partir de là que j'ai quitté, mon emploi de visual merchandiser parce D'accord. que j'en avais marre, parce que Mmh. j'avais fait le tour, parce qu'il y avait pas de perspective d'évolution, parce que là où je travaillais, il y avait beaucoup de copinage, Mmh. et que moi, je suis pas quelqu'un qui va servir de serpillière pour qui que ce soit. Et du coup, j'ai arrêté, j'ai démissionné et je me suis lancée à 100 sur, sur la marque. Donc j'ai dû gérer les commandes, Mmh. gérer les réseaux sociaux, gérer les mails, Mmh. gérer, la communication, Mmh. gérer l'interface du site, gérer la direction artistique lors des shootings. Donc c'était compliqué. En plus, c'était pile poil au moment de l'éclosion d'Instagram Mmh. et je me suis mis à plein temps dedans. Du coup, il y avait plus de frontières entre ma vie perso et ma vie pro. Mmh. Tout était Tout mélangé, était tout était ouais. imbriqué. D'accord. Et ça m'a pris beaucoup d'énergie. Mais j'étais passionnée, je kiffais ce que je Mmh. faisais. De voir des retours des gens en disant: «Ah, j'aime trop tes t-shirts, Mmh. j'aime trop ce que tu fais». Et après, j'ai fait pas mal de pop-up stores, Mmh. pour visibiliser mon travail. Et puis ça a commencé à prendre. En 2016, on m'a proposé de participer à exposer mes produits chez Merci, qui est un grand concept store à Paris. Donc j'ai exposé mes produits chez Merci. L'année d'après, j'ai exposé mes produits aux Galeries Lafayette. Et puis après, ça a commencé à monter crescendo. Mmh. Et je me suis dit: «Ouais, ça commence à bien prendre». Donc Mmh. je me rendais pas compte, mais ça commençait Ça commence à à me prendre. fatiguer. Et Mmh. puis en 2018, tout s'est accéléré parce que, il y a Beyoncé qui a porté 2 de mes t-shirts et les commandes, elles ont Mmh. commencé à devenir exponentielles et c'est là que Mmh. Parce qu'en fait, c'est toi qui tu t'occupes de tout, comme tu dis, mais du coup, ouais. Et j'avais une c'est-à-dire RP aussi. une RP, J'avais c'est une RP qui était chargée des une RP, relations, d'accord, voilà, qui relations était publiques, d'accord. voilà, relations publiques, bah, qui gérait, les relations publiques au niveau de la marque et qui m'aidait à trouver aussi des points de vente à l'étranger. Donc en 2018, Africanista était distribué à Accra au Ghana, Mmh. à Dakar au Sénégal, à New York aux États-Unis, à Lausanne en Mmh. Suisse, à Hambourg en Allemagne. Mmh. Et il y avait les expéditions, qui étaient, livrées à travers le monde. Et ouais, le buzz avec Beyoncé a amplifié, Mmh. la visibilité de la marque, a amplifié, les commandes au sein de la marque. Et malheureusement, c'est là Là où tu as où je me suis écroulée je vois. de fatigue. Ah, c'est normal, Mmh. c'est normal. Enfin, on on reste humain. On reste humain On avant reste tout. humain. Et je me suis rendu compte que la marque, je pouvais Mmh. plus gérer la marque toute D'accord, seule. très bien. Mais parce que là, tu le dis normal, tu vois, mais Beyoncé a mis tes t-shirts quand même. Oui, Elle a oui, mis oui, tes oui. t-shirts. Elle a Et mis pas mes n'importe lesquels en plus. pas n'importe lesquels, elle a le premier t-shirt qu'elle a porté, bah, c'était le t-shirt Union, le Ouais. t-shirt qui marchait le moins bien sur mon site Mmh. parce que c'était un t-shirt, issu de la première collab avec, l'association Raritou Photo. Donc c'est l'association qui me cède, les photos qu'on retrouve, sur la dernière collection West African Stories qui sont les photographies de Roger Da Silva, qui était un photographe d'origine béninoise qui a photographié la population dakaroise, dans les années 60. Mmh. Et il est mort en 2008 et son fils, Luc Da Silva, a repris les œuvres de son père, a créé une association justement pour valoriser le travail de son père et visibiliser les travaux de ce dernier. Mmh. Et du coup, bah, il y a un des t-shirts que j'ai intitulé Union et c'était, une photo, un portrait d'un homme avec ses deux sœurs. Et les gens pensaient que c'était un homme avec ses deux femmes polygames.
Et du coup, le t-shirt, Il marchait pas. il passait pas. Et quand Beyoncé a porté ce t-shirt, c'est devenu le best-seller. Incroyable. Et pareil, elle a porté le t-shirt Corica, où bah, la photo, bah, c'était la photo de ma mère et de sa grande sœur, ma tante Naé, qui posait dans un studio photo à Dakar au début des années 70. Mhm. C'est vraiment cette photo qui a servi de fil conducteur dans la création de la marque, parce que Africanista, je l'ai créé suite à la découverte de photos d'archives de ma mère qui était revenue de Mauritanie suite au décès de ma grand-mère maternelle, paix à son âme. Et elle a ramené plein de photos d'archives d'elle et de sa famille. Et c'est la première fois que je voyais des photos d'archives en long et en large de ma mère. Et je suis tombée amoureuse des photos. Et c'est à partir de là que je suis tombée amoureuse de la photographie africaine. C'est comme ça que j'ai découvert Seydou Keita, Malik Sidibé, Mama Kassé, Ibrahima Sorissanlé, Abderrahmane Sakali, Jean Depara et tout ça. Mhm. Et je suis tombée en pamoison devant ces photos. Je dis waouh, c'est beau. Putain, c'est la même esthétique que je retrouve chez mes amis, des parents, les grands-parents qui posent dans les studios photos en noir et blanc. Mhm. Et j'avais envie de rendre hommage aux familles Westaf par le biais De la photo. de la photographie africaine, par le biais des photos d'archives. Donc là, on est en 2018. Beyoncé, elle te fait péter la marque. T'as un coup de mou, du coup. J'ai un long coup de mou et du coup, j'ai tout mis en pause. J'ai tout mis en pause. Le site était toujours ouvert, hein, mais Les gens commandaient toujours. les gens commandaient D'accord. toujours. Beaucoup moins, puisque vu que je ne partageais plus sur les réseaux sociaux, les commandes, bah, elles ont chuté, indéniablement. Mais c'était une période à laquelle j'avais besoin de revenir à moi, parce que j'avais pris énormément de poids, au point de devenir obèse. J'avais besoin de revenir à moi, j'avais besoin de reprendre le contrôle de ma vie, de mon esprit, pour pouvoir revenir au top du top, reprendre les rênes de ma marque. Aujourd'hui, parce que tu as fait une pause. Là, quand est-ce que tu as repris du coup Africanista? Alors, j'ai repris Africanista l'année dernière. Au mois de juin 2025, j'ai relancé la marque à travers une collection qui s'intitule West African Stories. West African Stories, c'est une déclaration d'amour à la West Afi, à travers les cultures et les identités de cette partie du continent d'où ma famille et moi sommes originaires. Et pareil, bah, j'ai utilisé les photos de Roger Da Silva, 8 photos, en créant 8 thématiques différentes. Chaque t-shirt a une histoire différente. Les 2 t-shirts phares de cette collection, c'était Fatoumata et Jokunda, l'aventure de l'immigré. Fatoumata, bah, c'est le prénom de ma mère. Et à travers ce t-shirt, je voulais rendre hommage à ma mère et je voulais rendre hommage à toutes les Fatoumata, parce que c'est un prénom qui a été déshumanisé, dénaturé dans les années 90 dans les quartiers populaires. Les années 2000. Ouais, même jusqu'au milieu des années 2000 et encore un petit peu Encore un peu, aujourd'hui. ouais. Et bah, être une Fatoumata, ça s'apparente à une Niafou, quoi. Et je me dis, mais ça va pas ou quoi? C'est le prénom le plus célèbre en Afrique subsaharienne, le plus beau aussi. Et j'avais envie de rendre hommage à toutes les Fatou à travers ce t-shirt. Et puis, il y a le t-shirt Djonkunda, l'aventure de l'immigré. Djonkunda, bah, c'est le 2e prénom de mon papa. Et je voulais rendre hommage à mon père, à son parcours migratoire et à tout le parcours migratoire des papas Westaf et des papas africains en général. Parce que bah, c'est un parcours migratoire qui n'est pas simple. Ce sont des hommes qui ont quitté leur famille, qui ont quitté le continent africain pour vivre en France dans des foyers insalubres. Moi, j'ai le souvenir quand j'allais voir mes oncles au foyer que c'était sale, les chambres étaient surpeuplées, les cuisines étaient vraiment vétustes, il faisait hyper chaud, il n'y avait pas de ventilation, il n'y avait pas de fenêtre. Donc, avec toute cette narrative et ce vécu que j'avais, bah, ça m'a permis de construire toute l'identité visuelle de chaque t-shirt. Par exemple, sur Fatoumata, bah, sur l'ensemble des t-shirts, pourquoi j'ai pris le parti que les t-shirts soient noirs? Parce que je suis noire, et parce que je voulais rendre hommage à l'esthétique des cassettes VHS René Château Vidéo, qui est un producteur français qui était très connu dans les années 70-80, et c'est lui qui a produit vraiment, en tout cas qui a traduit et qui a fait produire les films de Bruce Lee. D'accord. Bruce Lee, Rambo, Rocky,
tous les films de kung-fu, les Film moines préféré Shaolin. de ton papa, Tous les j'imagine. films préférés de mon papa. On avait une disco, on avait une vidéographie Mm, avec toutes les jaquettes des cassettes René Château Vidéo et je kiffais la typo, mm. le graphisme, la typo, les affiches de films dessus et j'aimais trop les westerns, etc. Et donc du coup j'ai repris un peu à l'aide du travail d'un graphiste l'esthétique, la typo des cassettes René Château Vidéo parce que on se rend pas compte du soft power américain et asiatique qui a vraiment impacté les familles Westaf dans les années 80. J'ai jamais compris pourquoi les familles Westaf dans les années 80 étaient fascinées par les films de karaté et de kung-fu. Mm. Dans toutes les familles Westaf, il y avait des cassettes de Bruce Lee, les cassettes de Jackie Chan ou des moines Shaolin. Ouais. Le temple des moines Shaolin, j'ai pas compris. Pas compris. Et pareil, cet attrait pour les westerns, les films d'action. Jusqu'à présent, ma mère, elle adore les westerns. Voilà. Moi, enfin, après, c'est les films d'époque. C'est les films d'époque C'est tellement dur. racistes. Et c'est dur, moi, j'arrive pas. Tellement racistes en plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais il kiffe. Mais ils Il kiffent. kiffe, il kiffe. Donc, Et j'ai un tonton aussi pareil, grand intellectuel, Sciences Po, tout ce que tu veux. Mais quand il est devant un western, ça redevient le petit villageois de Bouli. non, c'est Tu vois, clair. il est... Ah, mais mon père, Allez, mon père, allez. mon père, il kiffait les westerns. Ouais. On s'est mangé tous les John Wayne, les Charles Bronson, les Clint Eastwood. Clint Eastwood, c'est le seul que je kiffe parce qu'il y avait des punchlines. Je pense que mon attrait pour les punchlines, pour les phrases choc, ça vient de ces films-là. Il y a toujours des phrases choc. Le bon, la brute et le truand, pour moi, c'est une référence. Et du coup, j'ai gardé. Et du coup, pour moi, le fil conducteur, c'était René Château Vidéo, les cassettes VHS. Parce que les cassettes VHS, pareil, dans les familles Westaf, tout le monde avait, et même dans les familles africaines, mais je parle des Westaf parce que c'est ce que je connais, il y avait énormément de cassettes VHS à la maison, soit de films, soit de compilations africaines. Exactement. Camara Productions. Moi, j'ai grandi avec les compilations musicales de Camara Productions que mon père achetait dans les foyers quand on allait rendre visite à nos cléons. Et j'aimais trop l'esthétique des cassettes de Camara Productions. Les cacahuètes. Avec le goro, et les cacahuètes et tout. Et puis le générique, le jingle. J'ai kiffé. Donc tout ça, tous ces éléments culturels, je voulais les impacter sur les t-shirts. Donc chaque t-shirt, il y a des éléments culturels où les gens peuvent se dire « Ah ouais, fallait y penser à ça. Tu vois, un bout de jaquette de VHS qu'on retrouve sur le t-shirt Fatoumata. Une enveloppe Airmail sur le t-shirt L'aventure de l'immigré. Le drapeau panafricain sur le short du boxeur. Ouais. Pour montrer, pour rendre hommage aux 54 États africains. Et aussi la dimension panafricaine. On a tous les drapeaux là. Bon, vous n'allez pas pouvoir voir, mais on mettra une image du t-shirt. C'est ça. Il y a le t-shirt La Magno, où je rends hommage à la jeune mariée. Et puis même à l'esthétique de la jeune mariée, avec le magno compé, tout ça. Les scarifications qui, pour moi, sont magnifiques. Ça fait partie de nos normes de beauté. Et moi, ça m'a touchée, tu vois, de voir certaines tantes, quand j'étais adolescente, qui allaient voir ma mère, qui disaient « Fatoumata, tu n'as pas de fond de teint pour cacher mes griffes ?» Parce qu'au taf, on leur disait « Ouais, cachez-moi ces griffes. » Exactement. Ça fait partie de nos esthétiques. Donc la magno, c'était vraiment une manière de rendre hommage au mariage traditionnel, à la symbolique du mariage. Parce que cette symbolique du mariage, elle est en train de revenir en force dans nos communautés avec l'histoire du magno. Parce que là, le magno, c'est du soft power de fou. Tout le monde veut faire du magno. Tout le monde. Tout le monde. Je sais pas ce que c'est un magno compé. Elle dit je sais pas, mais je veux faire. Je veux faire. Le mariage traditionnel. Il y a femme capable. Femme capable qui me peut, parce que pour moi, il fallait le t-shirt féministe de cette collection. Et pour moi, ma mère, ma deuxième maman et mes tantes et toutes les femmes de ma famille, ce sont des femmes capables. C'est-à-dire qu'elles font des métiers à forte pénibilité. Du matin au soir, des fois, elles cumulent 2 tafs dans la journée où elles ne voient pas du tout leurs enfants. Et le soir, elles reprennent leur cap de superwoman, où elles sont l'épouse d'eux, la mère d'eux, où elles doivent faire la cuisine, être aux petits soins pour leur mari, pour leurs enfants. À quel moment elles se reposent ? Pour moi, ce sont des femmes capables. Les femmes capables, c'est tout ça. Mais au-delà même de la force mentale de nos mamans, je voulais rendre hommage aux femmes africaines. Parce qu'on a une résilience que les femmes des autres communautés n'ont pas. On porte énormément sur notre dos, d'un point de vue mental, physique, énormément. Et parce que je suis amoureuse des femmes noires, bon, je suis pas lesbienne, hein, mais je suis amoureuse de la beauté
des femmes noires et particulièrement des femmes africaines. On est tellement belles, on est tellement plurielles. Quand on a conscience de notre beauté, de notre force physique et mentale, qui nous peut. C'est pour ça que le t-shirt s'appelle Femme capable qui nous peut. Et il y a également, il y a quoi comme t-shirt? Il y a aussi Africa Pissensi, que j'ai détourné Mali Pissensi, j'ai mis Africa Pissensi parce que les enfants, c'est l'avenir en Afrique. Le continent africain, c'est le plus vieux continent, mais également là où la population est la plus jeune. Et les enfants, ça a toujours représenté une richesse dans nos familles. Les gens n'ont jamais compris pourquoi on fait autant de familles, on fait autant d'enfants, mais les enfants, c'est la suite. C'est la suite. C'est les enfants qui prennent le relais après pour prendre en charge les parents et la famille. On voit qu'Africanista, c'est beaucoup plus qu'une marque. C'est beaucoup plus qu'une marque. Au début, tu disais que tu voulais le faire, enfin, c'était un kiff, entre guillemets. C'est une marque, c'est... il y a une histoire très profonde. Ça parle de ton histoire, mais pas que. C'est une histoire qui nous parle à tous, en fait, qui me parle. Je voulais qu'elle soit plurielle. Qui parle à plusieurs personnes. Et du coup, à côté d'Africanista, donc aujourd'hui, on a... Je sais pas, est-ce que c'est son jumeau, son petit frère, comment l'appeler? Donc c'est le média, on va dire c'est le média d'Africanista. Voilà. C'est son média. Donc c'est Histoire d'immigrés. Donc Histoire d'immigrés, qui est un conte qui met en lumière donc les récits d'enfants de l'immigration et du coup l'immigration, mais pas qu'africaine, parce qu'on a des personnes qui viennent d'autres continents, des Caraïbes, d'Amérique latine, des Caraïbes, l'Amérique latine au final. Et du coup, j'aimerais savoir en fait quelle est la genèse de ce projet-là. La genèse de mon projet, c'est mon père. Toujours. Pas toujours. Toujours. Parce que j'ai toujours été fascinée par son récit, par ses histoires, par ses aventures rocambolesques. Et j'avais envie de rendre hommage à son histoire, mais pas que. Je voulais rendre hommage aux histoires de nos parents, à leur parcours migratoire, à leur vie, à travers la parole de leurs enfants. Parce que je sais que c'est très difficile et très compliqué pour les personnes de nos communautés, pour les parents de notre communauté, de s'exprimer face caméra ou de raconter leur vie, leur parcours, parce qu'ils se disent... notre vie, elle est insignifiante. Notre parcours de vie a été insignifiant. Non. Moi, j'avais envie aussi, à travers Histoire d'immigrés, de briser les clichés, les préjugés qui lient nos familles, qui lient toutes ces personnes qui sont venues, après la Seconde Guerre mondiale, reconstruire la France. La venue de nos parents, c'est pas faite par hasard. Il y a eu tout un contexte politique, économique, culturel, social, racial qui a accompagné leur venue en France. Ça s'est pas fait comme ça. Ils se sont pas dit un matin tous en même temps, tiens, on va venir tenter l'aventure en France. Non. La France, après la Seconde Guerre mondiale, elle a été complètement détruite, et puis il fallait procéder à une réindustrialisation de certaines industries, dont l'automobile. Et c'est pour ça que dès les années 50, on a fait appel à la main-d'œuvre d'abord algérienne. Il y avait les Portugais et les Italiens aussi, qui sont les premiers immigrés à arriver en France. Et après, d'un point de vue africain, il y a eu les Algériens. Et après, il y a eu les Westaf, c'est-à-dire les Maliens, Sénégalais, Mauritaniens. Maliens, Sénégalais, Mauritaniens, pour le plus gros d'entre eux. Oui, effectivement. Voilà. Ils sont venus peupler toutes ces usines Peugeot, Citroën, balayer, devenir éboueurs, etc. Et j'avais envie de raconter ces histoires-là. Donc, sur Histoire d'immigrés, une fois par mois, je reçois une personne d'ascendance africaine ou afrodescendante qui va me raconter son histoire et surtout le parcours migratoire de ses parents à l'aide de photos d'archives familiales. Et avec cette compilation de photos d'archives, moi, du coup, je crée 2 collages digitaux. Le premier collage digital, ça va être l'invité, où on voit sa photo enfant, photo de classe, et autour de lui ou d'elle, il va y avoir une constellation d'images avec ses parents, des éléments culturels qui rappellent son pays d'origine, etc. Le deuxième collage, ça va être les parents cette fois-ci. Ça va être soit le papa qui va être mis en avant, soit la maman, ou soit les deux.
Et vu que ce collage, c'est là où il va y avoir l'atalaku, donc l'audio où justement mon invité va déclamer, son admiration pour ses parents, va leur faire une déclaration d'amour. Du coup, c'est les parents qui sont mis en avant. Et puis, je fais des posts aussi culturels qui mettent en parallèle l'histoire coloniale française avec le pays d'origine de l'invité, pour montrer qu'il y a un lien, il y a un lien de causalité entre le pays d'origine de la personne et l'histoire coloniale française. Ces collages que tu fais, c'est la personne qui choisit ses photos? C'est la personne qui choisit ses avec photos. Les parents, et moi, je compose avec. Ok. Et les parents, t'échanges avec eux des fois ou pas du tout? Alors moi, je dis toujours à mes invités qu'ils doivent demander la permission de leurs parents avant d'exploiter les photos. Pour moi, c'est super important. Donc, toutes les personnes qui m'ont partagé les photos sur Histoire d'immigrés, leurs parents sont au courant. Ok. Ou l'un des parents est au courant, parce que parfois, je suis tombée sur des invités où le père ou la mère, ou même les deux, sont décédés. Mais je mets un point d'honneur pour ça, parce que je ne veux pas manquer de respect aux parents, et je n'ai pas envie d'aller contre leur volonté. Donc, je demande toujours à ce qu'ils en parlent à leurs parents au préalable. Et après, oui, il y a certaines personnes qui m'ont dit « Oh, au final, mes parents ne veulent pas trop qu'on voit leur tête, etc. » Donc, voilà. Donc, on a Africanista, Histoire d'immigrés, et aujourd'hui, on a Yintu. Il y a Yintu aussi. Très bien. Donc, Yintu, qu'est-ce que c'est? Alors, Yintu, c'est un projet que j'ai initié il y a quelques mois. Et c'est un projet qui met en avant mon amour pour les tresses traditionnelles. Parce que depuis plusieurs années, en tout cas, toutes les personnes qui me suivent sur Instagram savent l'amour et l'attrait que j'ai pour les coiffures africaines et notamment traditionnelles. On le voit aujourd'hui. Très bel coup. Merci. Et j'avais envie, à travers ce projet, de documenter justement les coiffures traditionnelles africaines, et surtout raconter l'histoire qu'il y a derrière chaque coiffure, à l'aide de photos d'archives. Parce que Yintu, qu'est-ce que ça veut dire? Yintu, en soninké, ça veut dire cheveux. Et depuis plusieurs années, j'ai une collection de bouquins, de bouquins anciens, qui documentent justement les coiffures africaines, les coiffures traditionnelles, les coiffures précoloniales. Et dans ces livres, il y a des explications en long et en large sur la signification des coiffures, quelle ethnie portait ces coiffures, quelle était l'utilité de ces coiffures, et même l'appellation derrière certaines coiffures. C'est que pour les femmes, ou il y a aussi des coiffures pour les hommes? Il y a des coiffures pour les hommes, mais ça a dominance, dominance féminine. Et puis derrière ça, j'aimerais faire, comme j'ai pu le faire au musée du Quai Branly il y a quelques mois, proposer des installations autour des coiffures. On attend ça avec impatience. Tu parlais du Quai Branly. On va parler donc de ton travail avec Cheetah. Yes. Donc DJ Cheetah. Donc vous avez créé Third Culture Agency. Yes. Donc une creative agency. Qu'est-ce que c'est? Alors, avec Marina, Cheetah, on a créé Third Culture il y a 1 an maintenant. Et on avait, comme elle et moi, on est passionnés de culture afro-diasporique, parce qu'elle a un média, elle est DJ, mais elle a également un média. Elle a initié des ateliers DJ aussi. Et lors de nos nombreuses conversations, à chaque fois, on parlait de culture afro-diasporique, de l'impact de certains créatifs sur la scène afro. Et on s'est dit, pourquoi pas créer une agence créative où justement on va mettre en avant les cultures afro-diasporiques à travers les différentes industries créatives, par le biais d'événements qu'on mettrait en place, et où, de manière immersive, on propose des activités, des installations, des projections, des talks, des conférences, justement pour mettre en lumière les cultures afro-diasporiques. Que ce soit à travers la mode, que ce soit à travers l'art, la musique, les médias, etc. Donc on a Third Culture Agency. Parce que tu fais beaucoup de choses à côté, il n'y a pas qu'Africanista. Tu as aussi donc, des ateliers Médicis. Oui. Donc, que tu fais, c'est 1 fois par mois, si je ne dis pas de bêtises? C'est 1 fois par semaine. Pardon, 1 fois par semaine, à Clichy. À Clichy-sous-Bois, oui. Voilà. Et tu travailles avec les enfants en général, c'est ça? Avec les jeunes, ouais. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans ces ateliers? Alors, ça fait... Bon, là, j'ai arrêté. Maintenant, j'ai arrêté cette semaine.
Cette semaine, c'était le dernier atelier. Ça faisait 2 ans Je le faisais. que je menais cet atelier, là, les ateliers Mode Art aux ateliers Médicis. C'était un atelier où justement, je permettais aux jeunes de la ville et du territoire en général une immersion dans le monde de la mode à travers le marketing. C'est-à-dire comment créer une marque de vêtements, comment créer son why, la raison d'être de ta marque, pourquoi tu crées ta marque, comment créer une identité visuelle tout autour de ta marque, comment gérer tes réseaux sociaux, comment faire en sorte que ta marque ait un impact auprès des gens. Donc, en mettant en place des stratégies, qu'est-ce que c'est un mood board, Mhm. qu'est-ce que c'est que le personal branding, qu'est-ce que c'est que le storytelling. Donc, c'est vraiment une entrée en matière sur toutes ces notions qui sont nécessaires dans la construction d'une marque de vêtements. Et donc, du coup, tous les mercredis, je menais à bien cet atelier et c'était cool. C'était cool parce que j'avais ma marque de vêtements. Mhm. Enfin, j'ai ma marque de vêtements et Mhm. ma marque de vêtements me sert de témoignage, de testimony auprès de ce Mhm. public. En disant, voilà, regardez, je viens de Clichy-sous-Bois aussi. Mhm. Regardez tout ce que j'ai fait. C'est possible. Et du coup, c'est comment entre guillemets, ce giving back au sein de la communauté, au sein de petits et de petites qui te ressemblent, du coup, c'est qu'est-ce que ça fait? Je suis fière. Mhm. Je suis fière de mon parcours, même si aujourd'hui, je vais le dire en toute honnêteté, je ne vis pas de ma marque Mhm. à 100%. J'ai la chance, je travaille. Mhm. J'ai un taf alimentaire, mais après, voilà, j'ai des rémunérations via les ateliers que je mène, via quelques activations qui se passent par-ci, par-là. Euh, mais aujourd'hui, ce giving back, je leur dis, écoutez, ayez confiance en vous. C'est la première chose, Mhm. la confiance en soi. D'ailleurs, quand je débutais mes ateliers, il y avait toujours 10-15 minutes que je prenais avec les jeunes et on faisait de la méditation, des exercices de respiration, pour être ancré dans l'instant présent et de se dire, c'est un moment créatif, c'est votre moment. Faut pas qu'il y ait d'interférence, oui, je dois répondre à mon portable, non. C'est une bulle qu'on se crée. Et c'est comme ça que je travaille. Quand je travaille, quand je suis dans mon processus créatif, j'ai besoin d'être dans le calme, j'ai besoin d'être là, présent dans ce que je fais. Donc, pour moi, c'est important d'être dans le partage parce que j'aurais aimé, moi, quand je me suis lancée dans ma marque il y a quelques années, j'aurais aimé avoir ce type de conseil. Ça m'aurait évité une perte de temps Mhm. considérable dans la construction et dans l'aventure de ma marque de vêtements. Donc, pour moi, donner des tips Mhm. à des jeunes qui se lancent à leur tour, leur dire non. Aujourd'hui, faut tenir compte des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas poster comme ça. Il y a toute une stratégie à mettre en place derrière. Et il faut être stratégique. Faut que les photos soient qualitatives. Mhm. Si tu postes, c'est un but spécifique. Est-ce que tu postes pour vendre? Est-ce que tu postes pour être dans la transmission, storytelling, etc. Ou est-ce que, voilà, c'est important. C'est important dans chaque chose qu'on fait, il doit y avoir une relation de cause à effet. Tout ce que tu fais doit être réfléchi. Parce que je le vois sur les réseaux sociaux, des gens qui font des trucs à l'arrache. Pour toute commande, contactez-moi en DM. Mhm. Non, non. Si vous voulez être crédible dès le départ, vaut mieux prendre le temps de bien structurer Mhm. le projet de A à Z et après, on peut se permettre de faire un petit peu n'importe quoi et encore. Mais c'est important Mhm. d'avoir une structure, Ne pas se presser. ne pas se presser. Et il faut pas avoir peur de recommencer. Là où je suis, Mhm. je vais tout recommencer au niveau de ma Mhm. marque de vêtements parce que j'estime que, certes, ma marque, elle a un potentiel, mais elle est pas à l'endroit où je voudrais qu'elle soit. Mhm. Donc pour ça, il va falloir restructurer, tout recommencer. J'ai pas peur de recommencer à zéro parce que personne ne m'attend. Mhm. Donc voilà. Très bien. Du coup, là, on a parlé des projets. Mm. Je pense qu'on va repasser. Là, on va repasser sur la partie transmission Mm. et vision. Mm. Euh, mais enfin, bon, il y a une question que j'ai oublié de poser. Bon, je vais la poser maintenant. Ensuite, on passera sur la transmission. C'est Africanista. Donc, Mm. j'ai pas demandé le pourquoi du Mm. nom.
et aussi la signification du dessin, du coup. Alors, J'ai- Africanista, au début, je voulais pas l'appeler Africanista, je voulais l'appeler Corica. Corica, c'est le deuxième prénom de ma maman. Très beau Mais quand prénom. ouais, c'était le prénom de mon arrière-grand-mère maternelle. Et, et quand je suis allée à l'INPI en 2013 pour déposer le nom de la marque, on m'a dit non, Corica, c'est déjà déposé. Je dis, ah ouais, ok. Et je savais pas comment je devais appeler la marque. Et un jour, comme ça, j'étais avec ma meilleure amie à la Gare du Nord, on sortait du taf. Et j'ai dit, la marque, elle va s'appeler Africanista. Elle a dit, pourquoi? J'ai dit, la marque va s'appeler Africanista. Parce que je suis fan de l'Afrique. C'est comme fashionista. J'ai dit, et Africanista, ça va être un K. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, parce que, tu sais, moi, je suis soninké. Et les soninké viennent d'Égypte. Et moi, j'étais passionnée d'Égypte antique depuis l'âge de 10 ans. Et le K, dans la cosmogonie égyptienne, c'est l'esprit vibratoire qu'il y a en chacun d'entre nous. J'avais envie d'impacter cet état d'esprit parce que je me rends compte que, en tout cas au moment où j'ai créé ma marque en 2014, il n'y avait pas encore ce regain autour de l'Afrique, il n'y avait pas cet ancrage qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et je voulais faire comprendre à travers le logo que faut que les Africains et les Africaines soient conscients de leur histoire, soient conscients de leur héritage, soient conscients de leurs origines et même des personnes qu'elles sont. Et ça passe par un ancrage. Et le cas, pour moi, c'est vraiment l'esprit vibratoire qui te permet d'arpenter ce bas monde, qui te permet de vibrer avec les gens, qui te permet d'être en symbiose avec le monde qui t'entoure. Donc c'est pour ça que Africa avec un K. Et le Nista, bah, c'est l'attachement comme fashionista, mais sauf que c'est l'attachement aux cultures africaines. Donc je voulais vraiment cet ancrage vis-à-vis du continent, cet ancrage envers qui nous sommes, et cet ancrage vis-à-vis de la personne que nous sommes. Très bien. Du coup, là, on va passer sur la transmission. Toi, quel a été ton premier contact avec le continent? Le premier contact avec le continent, c'était à l'âge de 3 ans, mais je ne m'en rappelle plus. À 3 ans, à l'âge de 3 ans, je suis partie au bled avec mes parents. Et tout ce que je retiens, c'est l'odeur. L'odeur du bois brûlé. L'odeur des moutons. Parce que quand je suis retournée au bled en 2000, j'avais 18 ans, j'ai reconnu l'odeur et j'ai reconnu cette odeur de bois brûlé et l'odeur des moutons. Je dis, mais cette odeur, elle m'a jamais quittée, en fait. Bah, c'était, pour moi, le véritable contact, c'était à l'âge de 18 ans. Où, bah, quand je suis arrivée à l'aéroport sur le tarmac de l'avion, j'ai pleuré. Mes larmes, elles ont coulé toutes seules. J'ai pas compris. J'ai pleuré. Parce que de voir tous ces Renois au mètre carré, je me dis, mais en fait, je me rendais compte que ici, c'était... Je me dis, putain, mais ici, c'est chez moi, en fait. Là, c'est la normalité. De voir tous ces hommes, toutes ces femmes noires et tous ces Africains et tout. Ça m'a beaucoup bouleversée. Et puis, le fait que je rencontre les membres de ma famille, du côté de mon papa et du côté de ma maman, que je vois certaines personnes qui ressemblent à mes parents physiquement, au niveau de leur visage, ça m'a fait un choc. Surtout les sœurs de ma mère, quand j'ai vu la grande sœur de ma mère qui était quasiment la jumelle de ma mère, sauf que elle est plutôt dark skin. Et que la manière dont on nous a accueillis, la manière dont les gens parlaient de mes parents en disant oui, tu sais ton papa. En plus, l'arbre généalogique chez les Soninké. Tu sais ta grand-mère. Et puis l'arrière de grand-mère de teint. Et ben c'est le papa de la maman. J'ai dit wesh. Et j'étais là avec mon calepin, je notais tout. Ah ouais, t'avais ramené ton J'avais ramené mon calepin, j'ai tout noté et tout. Ma mère a dit mais pourquoi tu notes tout ça? Je dis maman, c'est trop compliqué. Faut que je note. Et j'ai aimé ce moment parce que je me suis dit, là, c'est ma famille, c'est notre famille, tu vois, d'avoir des hommes et des femmes qui te disent, voilà, tous les mois, ton papa et ta maman nous envoient de l'argent, c'est ça qui nous permet de vivre, c'est ça qui nous permet de tenir dans ce quotidien, d'aller dans un pays qui fait hyper chaud.
de voir des cousines à moi qui avaient 8-10 ans, qui portaient un bébé sur le dos avec des grosses calebasses, aller au fleuve, se lever tôt le matin, avant la première prière du jour, faire la première prière, après préparer le petit-déj, après débarrasser la vaisselle, après aller au fleuve faire la vaisselle, faire la lessive, faire laver les enfants. Je dis, ouais, c'est quoi cette vie? Et c'est là que j'ai compris que ah ouais, mes parents, c'est pas n'importe qui. Parce que je dis, ils nous ont extirpés de ce quotidien. J'aurais pu me retrouver là, à être une fille du village, à être mariée, avoir des enfants, tout ça, et ne pas avoir la vie que je mène en France. Donc c'est là que je me suis rendu compte, j'ai un certain privilège quand même. Je peux pas... bah oui, quand on est jeune, on est con. De dire, ouais, mes parents, ce sont des blédards, ils comprennent rien. Bah ouais, mais non, je suis une enfant de blédard et j'en suis fière en fait. Et de me dire que mes parents ont quitté cet environnement pour se retrouver dans un autre événement extrême qui est la France, qui leur fait pas de cadeaux, qui les pointe du doigt à chaque échéance électorale. Ouais, à 18 ans, quand j'ai vu tout ça, j'ai fermé ma bouche. J'ai dit, ah ouais, non, j'ai pas le droit de me plaindre. Vas-y, papa et maman, respect en fait. Et c'est là que j'ai commencé à développer une. Après, c'était pas évident parce que j'étais adolescente, j'avais mes propres problématiques avec mes parents, mais je comprenais. Ça te donne t'as eu quand même une certaine prise de conscience et du coup, t'as pris beaucoup de recul. J'ai pris beaucoup de recul à partir de ce moment-là. C'est à partir de là que j'ai commencé à prendre du recul sur mes parents et de me dire que leur choix, aussi difficile soit-il et aussi sévère soit-il, bah, ils sont justifiés. Très bien. Et du coup, après donc là, tu as 18 ans. Premier vrai voyage en Afrique. Est-ce que après tu repars, là depuis, notamment avec la marque, est-ce que tu fais quelques allers-retours après, à un moment donné, j'avais été ambassadrice à l'UNICEF au Burkina Faso. Il y a une année où je suis partie au Burkina Faso, justement dans un orphelinat, enfin dans un couvent de jeunes filles qui ont fui les mariages forcés et l'excision. Et de voir ces jeunes filles se battre pour être indépendantes à travers la couture, à travers le Faso d'Anfani, la confection du tissu Faso d'Anfani, qui est le tissu emblématique du Burkina Faso et que Thomas Sankara a popularisé sous sa présidence. De rencontrer des femmes et des jeunes filles qui racontent leur parcours, ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une claque et j'étais très contente d'aller en Afrique dans un autre pays autre que le mien, puisque moi j'avais l'habitude d'aller au Sénégal et en Mauritanie, de voir un autre environnement, mais avec des histoires similaires. Je me dis, ouais, ça m'a émue. Et après, je suis retournée au Bled en 2016, parce qu'au final, je ne suis pas allée beaucoup en Afrique. Je suis allée sur un coup de tête en 2016 avec mon père. Mon père m'a dit un jour, ouais, je vais aller au mois de septembre en Mauritanie. J'ai dit, j'y vais avec toi. Il me dit, ah oui? Je dis, oui, je vais aller avec toi. Et jusqu'à présent, c'est le plus beau voyage de ma vie parce que j'ai découvert mon père sous un autre angle. J'ai découvert l'enfant du pays. J'ai découvert un être humain qui retourne dans son pays d'origine et qui se recueille sur la tombe de ses parents, qui pleure et mon père m'a raconté. Là, j'ai vu un autre visage de mon père. Là, il m'a raconté l'envers de l'histoire, tout ce qu'il a vécu. Là, il m'a raconté son enfance. Comment, à chaque fois, il devait aller au Gouné, que mon grand-père était hyper sévère avec lui, et que, pour seule compagnie, il avait ses ânes et son chien, quoi, et qui travaillait au champ, qu'il vient d'une famille d'agriculteurs, que Djagili, c'est une zone rurale, regarde comment les gens vivent. Ça m'a beaucoup émue. J'ai beaucoup pleuré avec mon père. Et c'est là que je me suis dit, ouais, papa, c'est quelqu'un. C'est pourquoi on est comme lui, en fait. Parce que chacun de mes frères et sœurs, on a pris un fragment de mon père, dans sa personnalité, dans son aura, dans sa détermination, son ambition, sa résilience, son amour des gens et des êtres humains en général, et sa pugnacité. Et sa rancune aussi. Sa rancune. Mon père, c'est un sacré rancunier. Je suis comme ça aussi, mais je travaille dessus. Mais
c'est là où je me suis rendu compte, ouais, mon père, c'est pas n'importe qui. Et je suis pas la fille de n'importe qui. J'espère que mon père, il verra cet épisode. Je vais lui montrer de toute façon. Mais ouais, mon père, c'est quelqu'un qui a apporté à bout de bras sa famille, puis il apporte jusqu'à présent. Et j'espère qu'un jour, mes frères et sœurs et moi, on lui rendra jamais au centuple, mais on lui rendra tout ce qu'il mérite. Parce que lui et mes deux mamans méritent un Atalakou mondial. Ils méritent que on les mette, qu'on les mette bien, qu'ils n'aient plus besoin de rien. Mon père, il m'avait dit lors de notre voyage, il m'a dit, j'avais promis à tes grands-parents qu'ils ne seraient plus jamais dans le besoin et qu'ils ne manqueraient jamais de rien, que c'était sa mission en venant en France. Et c'est pour ça que quand, sur Histoire d'immigrés, bah, j'ai parlé de mes parents et que j'ai fait le Latalakou de mon père, j'ai parlé de ce passage en disant qu'il avait honoré sa mission. Je donnerais tout pour mes parents. Ils le voient pas parce que pour eux, je suis une troubadour. Parce que, c'est pour les parents africains, surtout les Soninké, quand ce que fait leur enfant, c'est pas palpable, ils disent, mais pourquoi tu fais ça? Arrête! Marie-toi et des enfants, tout ça. Mais au fur et à mesure, ils comprennent petit à petit ce que je fais, parce que mes parents, ils me voient sur TikTok. Ma mère, elle me stalk sur TikTok et elle voit les commentaires des gens, etc. Même quand j'avais fait le collage de mon daron, que j'avais fait toute sa constellation d'images, il a vu ça et il m'a dit, mais c'est trop beau ce que tu as fait. Mais comment tu as fait, Bailly? Parce qu'il m'appelle Bailly. Je porte le nom de sa tante, le prénom de sa tante paternelle. Il dit, mais comment tu as fait, Bailly? C'est trop beau. Et il m'a dit, est-ce que tu peux m'envoyer l'audio de la Talakou? Et il l'écoute. Et quand il a écouté la première fois, il a pleuré. Il m'a dit, je veux l'écouter encore et encore et encore et encore. Je savais pas que tu m'aimais comme ça. Et puis voilà. J'ai envie de pleurer même. Je suis pas désolé. Non, faut pleurer. Si je veux pleurer, faut pleurer. Non, pleurer, ça fait du bien. Mais ouais, non, Ouais, je comprends. La France, elle n'a pas fait de cadeau à nos parents. Elle n'a pas fait de cadeau à nos parents, quels qu'ils soient. Hein. Tous les parents issus de l'immigration, la France leur a pas fait de cadeau. Et ça me saoule de voir dans les actualités qu'on pointe l'immigration du doigt, alors qu'il y a eu tout un contexte. Il y a eu tout un contexte colonial qui a accompagné la venue de nos parents et qu'aujourd'hui on traite nos parents, on les déshumanise, on les traite comme des malpropres, comme les boucs émissaires de tous les maux de la société. Ça m'énerve en fait, ça m'énerve. C'est pour ça que pour moi, Histoire d'immigrés, c'était une manière de se réapproprier aussi notre narration et de raconter nos histoires à travers nos propres lunettes en fait. C'est notre histoire, personne va raconter nos histoires à notre place, personne. Parce que ce qu'on a vécu, il n'y a que nous qui l'avons vécu dans notre chair. On sait par quoi nos parents sont passés. On est témoin de comment nos parents vivent ou ont vécu. Comment ils se sont sacrifiés, comment on les voit se plier en deux, en trois ou en quatre pour envoyer de l'argent au pays. Parce que c'est une pression. On ne parle pas assez de la charge mentale de nos parents vis-à-vis des envois d'argent, vis-à-vis des responsabilités qu'on leur incombe. De prendre une famille sous sa responsabilité, surtout. Moi, mon père, par exemple, il n'y a plus mon oncle, son grand frère. Donc, mon père, aujourd'hui, gère quasiment seul toute la famille. Parce que ce soit un mariage. Voilà, c'est une charge mentale de malade. Exactement. Ça les fait perdre. Et ils n'en parlent pas en plus. Et ils n'en parlent pas. Mais tu sens à travers leur silence qu'ils souffrent. Tu sens à travers leur silence qu'ils sont en dépression. Des fois, c'est des dépressions qui durent depuis des années, mais ils s'en rendent même pas compte parce qu'ils savent même pas ce que c'est cette notion de dépression. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas mentalisé, qu'ils n'ont pas affirmé, tu vois. Donc, j'ai tellement envie qu'on parle en long et en large de nos parents. J'ai tellement envie qu'on les asseye et qu'on les entende parler. Raconte-moi ton histoire. Comment c'était quand tu es arrivé en France? Mais c'est tellement dur de faire témoigner nos parents. Ça, c'est un big challenge que je me lance sur Histoire d'immigrés, mais c'est dur. Mais je vais commencer par mes parents, parce que mes parents, ils ont aucune honte à raconter leur histoire. Ils sont à l'aise avec ça. Mais bon, c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, il y a le regard des autres, les réseaux sociaux qui fait que non, j'ai pas envie de me montrer, sinon les autres vont dire que tu aimes trop
Kakalaru, tu connais. Je comprends. Donc on a parlé de transmission, de Mm, ton rapport à l'Afrique. mm, J'aimerais aussi savoir comment est-ce que toi, la culture soninké, pardon, t'a été transmise. Donc mm. tu as vécu dans le soninkaru, voilà, les parents, mais comment ça t'a été transmis? La culture soninké, bien au-delà du fait que mes parents, bah, ils avaient cette particularité de parler soninké et le français à la maison. Donc, Mhm, du coup, moi et mes frères et sœurs, on parle pas le soninké correctement et même couramment. Bah, la culture soninké, elle a été transmise bah, par nos vêtements, mhm, les vêtements traditionnels, parce que quand j'étais enfant, on ne portait que des vêtements traditionnels à la maison. d'accord. Et ça, j'ai remarqué ça dans beaucoup de familles soninké dans les années 80. Mhm, Tu partais à l'école avec tes vêtements occidentaux, mais arrivé à la maison, tu portais ton pagne et tes claquettes. mhm, C'était imposé. Donc, mhm, moi, quand j'étais à la maison, c'était pas une claquette. Mes parents ont mis un point d'honneur pour ça, jusqu'à ce qu'on déménage à Clichy-sous-Bois. Mais j'avais le souvenir qu'on portait que des pagnes et des claquettes. Et aussi, la culture soniquée, bah, elle s'est beaucoup transmise par la musique. mhm. Par la musique, avec Djabidoua, Aruna Sidibé, Gamda Fadiga. Gamda Fadiga. Mon père nous a tellement saoulés avec ses chansons, son gambéré, tout ça, les cassettes vidéo, Camara Production. Je me rappelle même une année, je crois que c'était en 91, j'avais 9 ans. Il y avait Ganda Fadiga qui devait se produire au foyer Fontaine-au-Roi. Mon daron, il a mis son plus beau bazin couleur chocolat, ses bijoux. En plus, mon père, il portait il avait ses gourmettes, ses grosses bagues et Tac. tout. Il est parti au foyer et tout. Il s'est mis le parfum, il est parti. Et puis, on l'a vu dans la cassette VHS. Il a Ah là dansé et tout. Je dis, là. mon père, tellement fan de Ganda Fadiga. Mhm, Et on a beaucoup écouté du gambré. Et puis même les chanteuses, tout ce qui est chanteuse griotte, les divas maliennes, sénégalaises. Ma mère, on a vécu dans ça. Alors, elles n'étaient pas forcément soninké, mhm. parce qu'il y avait beaucoup plus d'artistes féminines maliennes et sénégalaises qui étaient soit Wolof, soit Bambara. Mhm. Il n'y avait pas beaucoup d'artistes Non, soninké. pas tant que ça. Il n'y avait pas tant que ça, c'était plus les hommes en fait. Et moi j'ai grandi avec toute cette culture vidéographique à travers Camara Production. Et puis on savait que Camara Production c'était un soninké, Oui, donc tu vois. forcément. Forcément. Et puis aussi, la culture soniquée, bah, elle s'est transmise beaucoup en rendant visite à ma famille, à mes oncles, dans Les les foyers. foyers. J'adorais aller au foyer. Voir mes oncles qui nous donnaient toujours 5 francs, 10 francs, Les bonbons à la menthe les rouge, bonbons là. à l'amande, les Soro avec l'emballage orange. Mhm, Ou bah, mon père m'envoyait souvent au foyer Fontaine-au-Roi pour acheter son goro. mhm. Donc mon père, il fallait toujours qu'il mange son goro à la fin du repas. Toujours. Goro café. Donc, j'allais souvent au foyer acheter son goro, acheter des beignets. Je vendais des beignets, même quand j'étais petite avec ma soeur Fenda. On vendait des beignets tous les week-ends au foyer Bisson à Belleville. Et puis voilà, c'était l'occasion pour mes parents d'aller voir mes oncles, Le ramener à manger aussi, j'imagine. ramener à Ouais. manger. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais le mafé du foyer. Mais ce que j'aimais le plus, c'était le poulet frites. Ouais, poulet frites. L'ancêtre, c'était le kebab des C'est Westaf. vrai. Poulet frites. Ouais. Non, ça pouvait me dead. Mhm, J'aimais trop les poulets frites. En plus, t'allais la cuisine, les mamans, elles étaient là chargées, les barquettes de frites et tout. Et c'était pas cher, c'était 15 francs à l'époque, 2,50 €. Tu mangeais bien. Et c'est tout ça, tu vois, le fait d'acheter des bonbons, tu vas voir les marchands parce que tu dois acheter des trucs pour ton papa. Et puis voilà, mon père, bah, il achetait ses cassettes audio d'artistes musicaux au foyer, ou les cassettes de compilation musicale, c'était au foyer. Tout se passait au foyer. Mon père, il se coupait les cheveux chez le Oui. barbeur Ouais, au jusqu'à foyer. présent. Jusqu'à Jusqu'à présent, tu Voilà. as toujours C'est ça, il y a toujours des barbeurs, coiffeurs. Ouais. des barbershops Ouais. au foyer. C'est là-bas où on achetait le mouton. Parce que, voilà, moi, quand j'étais petite, il y avait pas. Ouais, les boucheries Les halal, boucheries c'est pas trop ça. halal n'existaient pas. Mm. Là où on habitait, en revanche, il y avait beaucoup de boucheries cachères. Donc nous, on achetait la viande cachère. D'accord. On achetait la viande cachère. La charcuterie cachère, mon père, il achetait énormément ça. Et on achetait la viande et le poulet au foyer. Et après, au début des années 90, on a commencé à voir les boucheries halal via les rebeux, les Indiens, tout ça. Enfin, ouais, c'était des Pakistanais plutôt. Donc, voilà.
Mais ouais, la culture soninké, c'était ça. C'était les copains et les copines, les familles soninké autour de soi dans le quartier. Mm. C'était les mariages et les baptêmes. Si. Les fêtes de Euh, village aussi. Je hein? sais pas si tu as fait des fêtes de village, les fêtes des associations de village. Non, Non, il n'y en a pas eu. pas quand on habitait à Paris, mais à Mm. Clichy-sous-Bois, énormément. D'accord. Les fêtes d'association, Mm. beaucoup. Beaucoup. Et puis, ouais, quand il y avait des locations de salles, tu voyais toutes les mamans habillées en Ah bazin. ouais. Et je me dis, ah ouais, ça, c'est leur moment, ça. C'est leur moment. Quand elles faisaient leur ronde et tout. Et puis, les musiques, les voir s'enjailler, à danser, porter des bijoux, porter des coiffures, tout ça, tout ça. Tout ça, c'est. Ouais, ça tend à disparaître. Mm. Il y a plus. Après, il y a la religion. Il y a la religion aussi. Comme ils avancent dans l'âge, il y a la pratique de la religion qui n'est pas la même. Mm. Après, je pense que c'est peut-être une incompréhension, peut-être. Enfin, ouais, peut-être une incompréhension de leur part, je pense. Parce que, enfin, Mm. en soi, la religion n'a rien contre les habits qu'on porte. En fait, Bien parce qu'ils sûr, sont- enfin, il y a- c'est surtout ils sont que les pudiques, boubous, en fait. bah oui, Ils c'est sont ample. pudiques, ils sont amples, C'est ample. ils sont Mais bon, beaux, ça fait partie de notre culture. ça fait partie de notre culture. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les mamans, elles sont plus sous. Enfin, je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un khimar. Enfin, je sais pas. En tout cas, elles sont toutes Bah, en tout cas, en djellaba noir. bah, Et toute cette culture du c'est vrai. Moyen-Orient, là, ça a complètement effacé. Ça a complètement. Enfin, complètement non, parce que il y a l'effet inverse qui est en train d'arriver. Je suis tellement contente de ça. De voir de nouveau les mamans se remettre en boubou. Faut Et arrêter. les jeunes aussi. Et Les les- jeunes aussi. Hein. Les jeunes, à un moment pas donné, tant, il y a, c'est pas- il y a les- il y a une génération de jeunes là, là abaya, djilbab, niqab, là, pa. J'ai rien contre Oui, mais bien les sûr. filles voilées, Bien etc. sûr, bien sûr. C'est pas notre culture en fait. Mm. Dans ce cas, pourquoi vous portez pas des moussolos? Mm. Mais j'ai rien contre ça, mais c'est pas notre culture. Ça vient du Moyen-Orient. Il y a énormément de populations musulmanes qui vivent leur religion en adaptant les tenues Exactement. en fonction de leur culture. Ça ne veut pas dire que tu pratiques moins bien ta religion. Mais à un moment donné, et ça c'est un truc que j'ai beaucoup de mal chez les Africains, c'est que pourquoi toujours s'adapter aux cultures des autres d'un point de vue social et même religieux. Moi, j'ai jamais vu un rebeu mettre un boubou. Mais nous, on est là. Mais bon. Je sais que ça va pas plaire ce que je vais dire, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose. J'en ai toujours parlé sur les réseaux sociaux. J'avais fait un post qui a fait polémique il y a 2 ans, où je disais où est passée l'élégance de nos mamans. Il y a un photographe français très connu qui s'appelle Patrick Zachman. Il a documenté à un moment donné, au milieu des années 90, les familles maliennes à Ivry-Courcouronnes, dans le 91. Et c'est la série photo qui s'appelle Malien ici et là-bas. On voit toute l'élégance des mamans dans les mariages, dans les baptêmes ou même dans leur vie de tous les jours. Mais aujourd'hui, ces mamans, djilbab, niqab, etc. Et quand j'ai posé cette question sur les réseaux sociaux, les gens m'ont dit, c'est une question qu'on se pose aussi. Pourquoi nos mamans, elles portent plus de boubou? Pourquoi elles portent les niqabs, les djilbab et tout? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à quel moment ce shift s'est fait? Moi, j'ai vu que ce shift, il s'est fait au milieu des années 2010. Juste avant le Covid. Il y a eu ce shift. Et puis les mamans se font engrainer avec les groupes WhatsApp, l'effet de groupe. Non, mais si tu fais pas ça, ça veut dire que ça ne fait pas de toi une bonne musulmane. Tu vois, il y a cette méconnaissance vis-à-vis de la religion. La religion ne t'interdit pas. Exactement. Oui, de t'habiller selon ta culture. Voilà, de t'habiller selon ta culture. Il y a des préceptes. Mais après, c'est pas propre aux mamans Westaf, c'est propre. On le voit aussi chez les mamans maghrébines. Avant, les mamans maghrébines nord-africaines, elles portaient des djellabas, tout ça. Elles avaient tu voyais leurs cheveux orangés avec le henné. Tu vois plus ça. Tu vois plus. Tout a été effacé. Pam, pam, pam. Djilbab, niqab, allez hop. Oust. Mais bon. Donc, comme la polémique sur Internet, ça n'a pas suffi. Tu veux polémique sur non, je veux pas polémiquer. C'est mon avis. Non, mais je sais, après, les gens, ils peuvent ne pas être d'accord, mais c'est pas nous, en fait. Je comprends. Non, t'as bien raison. T'as fait raison. Mais il y a énormément de femmes, détrompe-toi, il y a énormément de femmes qui se posent la question. Bizarrement, c'est les femmes de ma génération, les femmes qui ont la quarantaine et qui ont vu le shift. Je sais que les femmes qui ne seront pas d'accord avec moi, c'est les meufs qui ont 25, 30 ans, les gens qui sont nés au milieu des années 90, début 2000. Ils ne vont pas comprendre ça. La religion et la culture, ce n'est pas incompatible. Moi, c'est quelque chose que je clame haut et fort. Très bien, très bien. Du coup, juste avant de finir, 2 dernières questions. Donc la première, c'est est-ce que tu as un conseil à ceux qui ont des rêves,
un conseil à donner à ceux qui ont des rêves? Bah, de ne pas se fixer de limites. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas se fixer de limites et surtout s'écouter. Parce que quand on se lance dans un projet, au début, les gens de notre entourage, ils vont essayer de nous dissuader en disant mais non, ça va pas marcher. Quand j'ai fondé Africanista en 2014, mes parents, la première chose qu'ils ont dit, ils ont dit mais qui va porter des t-shirts avec des photographies de blédards? Qui? Qui? Donc, moi, je dirais aux gens de s'écouter et surtout de se structurer. La structuration, c'est super important. Ça t'évite de perdre du temps. Ça t'évite de te casser la gueule en cours de route. Parce que l'aventure entrepreneuriale, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est un ascenseur émotionnel perpétuel. Si tu n'as pas le mental, si tu n'as pas les coronesses, si tu n'es pas bien ancré là où tu es, là, tu perds pied tout de suite. Tu abandonnes. Faut avoir une bonne et puis il faut avoir une bonne assise financière. Faut pas se lancer comme ça. Faut avoir des fonds. C'est important d'avoir des fonds. Parce que moi, par exemple, j'avais pas de fonds au départ. Alors oui, en 2015, ça pouvait marcher, mais aujourd'hui, en 2026, non. Non, il faut avoir un apport financier dans son projet. C'est important. Il faut avoir un fonds de roulement dès le départ. Et puis, il faut structurer. Il faut que tu saches quelle forme juridique tu vas utiliser pour ton entreprise. Est-ce que c'est sous forme associative? Je sais pas. Est-ce que c'est une SASU, une SARL, une micro-entreprise? Faut se renseigner par rapport à tout ça. Et puis, surtout, avant même la structuration, faut voir si le projet, il n'y a pas quelqu'un qui le fait déjà. C'est quoi ton élément différenciant? Qu'est-ce qui va faire ton projet va mieux marcher qu'un autre? C'est important de benchmarker, de faire une étude de marché, de voir ce qui existe déjà. Et ne pas arriver comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est surtout les jeunes, la Gen Z qui font ça, qui arrivent, ah ben moi j'ai tout inventé. Non, 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 il y avait des gens avant toi qui ont fait le même concept que tu as fait. Tu lances un concept, il y a la même chose chez nos voisins, aux États-Unis, au UK ou quoi que ce soit. Non, non. Malembe, faut avoir l'humilité de se dire, ok, je prends le temps de créer tout un concept, toute une identité visuelle, tout un storytelling. Vendre un produit aujourd'hui, tu peux pas aujourd'hui te lever et vendre un produit. Tu vends un packaging, tu vends une histoire. Faut que tu fasses rêver les gens. Faut que tu leur donnes envie d'acheter ton produit. Faut que tu leur donnes envie de croire en ton projet. Pour qu'une personne, si tu crois en ton rêve, si ton rêve il est assez grand pour pouvoir mettre en place tout un chantier, il faut que tu donnes envie aux gens de croire en ce chantier. C'est important. C'est pour ça que la notion du storytelling est super importante dans tous mes projets. Que ce soit Africanista, Histoire d'immigrés, Yintu, ou même Third Culture Agency, ou même les ateliers que je mène, ou même mon métier de visual merchandiser, parce que c'est de là que tout a commencé. C'est le métier de visual merchandiser qui m'a appris cette notion et cette dimension du storytelling. Quand j'ai commencé Africanista en 2014, le storytelling n'était pas encore démocratisé. Mais moi, à chaque fois que je faisais une collection, il y avait une histoire, il y avait un propos, il y avait un contexte. Les gens n'achetaient pas seulement un produit, ils achetaient tout le packaging qu'il y avait. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, que les gens continuent à acheter du Africanista. Et aujourd'hui, les gens sont là dans un storytelling. Ah, j'ai fait ça. Tu sens quand le storytelling, il est pas... Il est bancal. Il est bancal. Tu le sais. Moi, je le sais quand le storytelling, il est bancal. Quand il n'y a pas de fond. On fait pour faire. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent, être africain, c'est pas un trend. Ah oui, parce qu'il y a une émulation autour des Noirs, des Africains, des cultures afro-diasporiques aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2026, on en est arrivé à faire des campagnes avec des mamans. Je suis tellement fière de voir ça. Je suis fière parce qu'il y a quelques années, on l'aurait pas fait. Moi, je l'ai fait en 2017. J'ai fait poser ma mère pour Africanista. Elle avait posé pour la première collab avec Raritou Photo. L'année dernière, j'ai fait poser Kuna Dissa Kiliba pour West African Stories. Tu vois, on n'est pas des trends. C'est à un moment donné, il faut rendre hommage à toutes les particules de nos cultures, de nos identités, de nos héritages, et pas attendre que quelqu'un le fasse et d'aller dans la même brèche en disant ah ben moi aussi je vais mettre en avant les mamans. Tu vois. Aujourd'hui les mamans sont mises en avant. Moi quand je vois Mara Kanté, tu vois qui fait du sport, qui a commencé avec sa mère, puis après avec les copines de sa mère, et qui aujourd'hui a fait des collabs avec Footlocker. Avec Banlieusards Nouveau, où la notion du bien-être chez nos mamans, c'est quelque chose qui n'est pas encore démocratisé. Pas du tout. Et ça me fait kiffer de voir
des hommes noirs sportifs se dire: «Allez, ma mère, je vais faire en sorte que ma mère, elle aille bien». Et puis quand tu vois les résultats sur ta maman, bah forcément les copines: «Ah, moi aussi j'ai envie de faire du sport». Ça donne envie, tu vois? Et c'est là où on remet l'humanité de nos mamans au centre. On remet l'humanité de nos parents au centre. C'est-à-dire que avant d'être la mère d'eux ou l'épouse d'eux, c'est un être humain qui doit prendre soin de soi. Tu vois? C'est de tout ça qu'il s'agit. Tu vois, même ce storytelling de mettre les mamans en avant, Mhm. j'aurais jamais cru que ça arriverait. Mhm. Tu vois, de voir des campagnes, des Mhm. campagnes visuelles. Même Bara, il y a pas longtemps, ils ont fait une campagne visuelle où ils ont mis en avant une maman. Bara, c'est. Bara, c'est une marque de prêt-à-porter. D'accord. C'est une marque afro-parisienne. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais bon. Il y a tant de choses à dire, mais en tout cas, pour en revenir à la question que tu me poses, c'est important d'avoir de la structure. Dans tout ce qu'on fait, c'est important d'avoir de la structure. Très bien. Voilà. Très bien. Et la dernière question, c'est est-ce que enfin, il y a un invité ou une invitée que tu verrais bien sur Nawari Podcast, enfin un Soninké auquel tu ou même d'ailleurs pas forcément Soninké, mais une personne voilà, qu'on pourrait inviter. Chez Nawari, en tant que personne soninké, Mokobe. Ok, très bien. Mokobe parce que il a fait partie d'un groupe de rap emblématique qui est le 113. Euh, et puis c'est quelqu'un de très engagé. Moi, c'est par le biais de Mokobe que bah, j'ai découvert les faits divers, l'incendie du boulevard Vincent Auriol, l'histoire de l'église Saint-Bernard. Parce que dans les années 90, il y a beaucoup de familles Westaf qui ont souffert. Il y a beaucoup de familles qui vivaient dans des squats, qu'on expulsait, qui se retrouvaient à vivre dehors, etc. Et Mokobe fait partie de ces personnalités dans la commu qui s'est beaucoup investi. Qui s'est beaucoup investi pour dénoncer le racisme, dénoncer les conditions de vie des personnes et qui, ouais, qui, même quand il s'est lancé en solo, bah, a rendu hommage au Mali, au Westaf, etc. Donc, il y a Mokobe. J'aurais aimé, s'il était vivant, qu'on l'interviewe, c'est Ganda Fadiga. Ouais. Il n'y a pas d'interview de ce monsieur. J'aurais aimé s'il était vivant, paix à son âme, j'aurais aimé qu'on l'interviewe. J'aurais aimé euh, qu'il entende que nous, enfants de parents soninké, on a été bercés par sa musique. Qu'il a mis de la joie dans le cœur de nos papas et des mamans, mais surtout dans le cœur de nos papas. Qu'il a chanté les louanges des familles soninké, du courage des hommes soninké, de la résilience des papas soninké, du parcours migratoire des papas soninké. Même Djabidoua. J'aurais aimé que ces hommes-là, on les interviewe en fait. Djabidoua, Ganda Fadiga, Aruna Sidibé. J'aurais aimé rencontrer ces hommes-là. Je pense que s'ils étaient vivants, je les aurais interviewés sur Histoire d'immigrés. Parce que pour moi, ce sont des hommes qui ont énormément impacté nos papas, qui leur ont mis du courage dans le cœur quand le travail était difficile, avant même que leurs femmes viennent au pays. La musique aujourd'hui, c'est pour ça que je suis pas d'accord. Euh, je suis pas d'accord quand on dit ouais la musique c'est haram, etc. Mais putain, la musique ça a aidé à faire tenir nos parents. Ça leur a mis du baume au cœur. Ça les a aidés à tenir dans le quotidien difficile qu'est la France. Ça leur a rappelé des souvenirs vis-à-vis de leur famille. Que la musique, quand nos mamans se retrouvent et qu'elles entendent de la musique, c'est leur moment. Comment on peut enlever ça? Il y a encore une fois, c'est une mauvaise interprétation, mais bon. Je vais dire ça, elle va dire ouais, pour qui elle se prend? On va s'arrêter là. Seigneur, Seigneur. En tout cas, je t'inviterai avec Ousmane Timera, comme ça on parlerait religion. Et voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, merci. Merci Aïssé. Merci de m'avoir invité. Et puis, en tout cas, pour les personnes qui veulent découvrir mon travail, vous pouvez voir mon travail sur Instagram à travers mon compte perso Icondiaï, Africanista, Histoire d'immigrés, Into Archives. J'ai un site de vente en ligne également, www
africanista avec un K.com. Et vous pouvez suivre également le compte Third Culture Agency. Très bien. Écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Nawari Podcast. Merci On beaucoup. espère que ça vous a autant plu que nous, ça nous a plu. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Top.